Merci d'être là. Ça m'a valu une rencontre inopinée avec je ne sais plus quel truc du service public qui m'a demandé si, je ne sais plus quoi, je ne me rappelle plus la question. En gros, ça voulait dire si je les méprisais. Bon, j'ai essayé de répondre à côté de la question, parce que oui, souvent je les méprise, mais je leur expliquais la vérité. J'ai rappelé à celui qui me posait la question, le malheureux, j'espère que je ne l'ai pas traumatisé, qu'on était au XXIe siècle, et au XXIe siècle, il y a un phénomène nouveau dans l'ordre médiatique, qui est l'émergence des médias numériques. Alors, il m'a dit, bah oui, mais nous aussi, on est numérique. Je lui ai dit, bon, je recommence tout parce que vous n'avez rien compris. Il y a des gens qui sont que numériques. Voilà. Bon, alors je rencontre les que numériques. D'autres fois, je rencontre la presse internationale. D'habitude, ça n'intéresse pas les autres. Donc, je rencontre ceux qui veulent me parler d'international. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas allonger la démonstration introductive. Mais bon, je pensais que ça me permettait de me faire comprendre. Et j'ai rappelé que ce n'est pas la première fois que de tels phénomènes se produisent. Je rappelle la période où il y a eu des Minitel. Moi, j'en ai fait. La période avant, il y a eu Minitel, vous ne savez pas ce que c'est, bah, vous renseignerez. Hein. C'était un peu après la préhistoire, après l'invention du fer, il y avait le Minitel. Et avant, il y a eu les radios libres, et j'en ai animé, pas animé, non, c'était moi le patron, 5. Et puis avant, il y avait, on appelait ça la presse libre dans les années 70, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, c'était une presse qui apparaissait à côté de l'officialité. Voilà, bon. Alors, bon, voilà, donc c'est pas nouveau, et c'est une manière de faire. Après, on me dit, oui, mais c'est plus facile pour vous. J'ai dit, non, mais décidément, je recommence. C'est pas que c'est plus facile, je sais même pas qui est dans la salle, moi je vous connais pas, la plupart d'entre vous. C'est pas le sujet. C'est que c'est autre chose, voilà. Et vous espérez quoi? Ben, j'ai dit, j'espère que ça vous fasse concurrence. Parce que vous êtes peut-être indépendant, mais vous dites tous la même chose. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas votre indépendance, on s'en fout. C'est le pluralisme, c'est qu'il y ait des points de vue différents. C'est plus facile pour vous? Je dis non, j'en sais rien, je sais même pas quelle question on va me poser. Mais on a dit une condition de base, je suis respecté, je vous respecte, point. C'est pas difficile. Bon, c'était dit méchamment, hein, pour faire comprendre que je ne suis pas respecté par eux. Voilà, je voulais vous dire, si jamais le problème se reposait, alors je leur ai dit que vous n'avez aucune raison de vous insulter, on ne vous a pas choisi, et je ne m'attends à aucune facilité à cause de vos questions. C'est pas ça le sujet pour moi. Voilà, bon. C'est dit, c'est redit. Honnêtement, je n'avais pas du tout imaginé que ça puisse provoquer ce que ça a provoqué. Ça prouve que je reste naïf, en dépit de mon grand âge, parce que cette semaine-là, il n'y avait pas d'histoire contre nous, donc ils en ont inventé une. C'est le sac de nœuds, parce que vous aurez invité vous et pas les autres. Mais enfin, dès le jeudi, ils ont eu un très bon argument. C'était l'événement, le drame à Lyon. Alors à partir de là, ils ont oublié en 24 heures les griefs de la veille pour en trouver d'autres. Je dis que donc je suis heureux de vous retrouver, heureux que vous ayez accepté de revenir en dépit de toutes les critiques que ça vous a valu. Mais comme ça vous a rendu pendant quelques minutes un peu insoumis dans votre genre, c'est-à-dire apprendre à vivre dans la bouillasse que déversent les autres. Merci pour ce qui a été retransmis la dernière fois, et j'espère que vous serez très piquant pour qu'on montre que notre sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est le commentaire, l'information et le respect qu'on se doit les uns aux autres. Je suis entouré de quelques-uns de mes camarades qui font le sacrifice de leur existence personnelle pour venir s'infliger un discours de plus. Et j'ai bientôt fini en vous disant que nous venons de vivre des élections municipales, qu'elles ont été très importantes dans la vie démocratique du pays parce qu'elles ont montré une étape de franchie, que le mouvement insoumis ressort satisfait, si j'en juge, par ce qu'en a dit Manuel Bompard les deux soirs, du premier et du deuxième tour. Nous avons fait notre entrée sur la scène municipale et en 6 ans, nous avons réussi à passer en tête et être choisis par les habitants de 2 des 50, je crois, communes les plus peuplées de France. Ça fait de nous les uniques gagnants en positif de grandes communes. Ah non, il y a aussi les communistes à Nîmes. Donc les communistes plus 1, LFI plus 2, et ELV moins 5, et PS moins 2, ce qui, normalement, dans un monde normal, devrait conduire ceux qui ont perdu à réfléchir sur les raisons pour lesquelles ils perdent, et ceux qui ont gagné, on commence à réfléchir aux raisons pour lesquelles nous avons gagné, mais nous croyons qu'au-delà de l'obsession racialiste
de ceux qui nous accablent de leurs commentaires. La véritable vérité, si j'ose dire, c'est que les villes qui nous ont choisis sont toutes, absolument toutes, dans la liste des 80 villes les plus pauvres du pays. Nous nous honorons donc d'être le parti des pauvres, et c'est d'ailleurs ce qu'on voulait être, le représentant de la population la plus déshéritée du pays, la plus en demande d'attention, et donc elle s'en donne les moyens en prenant le pouvoir. Bon, j'ai résumé. Après, bon, vous me poserez les questions que vous voulez. Je retiens derrière mes dents les sarcasmes que m'inspirent les grands stratèges qui ont commenté de toutes les manières possibles les résultats, sauf d'une, quelle peut bien être leur part de responsabilité dans la mise en œuvre stupide d'un anti-LFisme primaire qui conduit ceux qui auraient besoin de secours. Hein, c'est un peu les gens qui montent dans un bateau puis jettent les bouées de sauvetage avant de partir. Donc c'est ce qu'ont fait un certain nombre de gens qui se sont répandus en commentaires anti-insoumis. Et quand sont arrivés les pompiers au deuxième tour parce que la maison brûlait, il n'y avait plus d'eau à cause d'eux. Voilà. Donc Madame Tondelier et Monsieur Faure nous ont une nouvelle fois éblouis. Ils se sont même tendus un piège, ils sont tombés dedans. Et voilà le résultat qui est sous leurs yeux. C'est dommage parce que pour nous, ça soulève un immense problème de stratégie. C'est comment faire pour gagner tout seul. Et ce n'est pas le plus simple, puisque c'est sans précédent dans l'histoire de la gauche. On n'a jamais vu à gauche qu'un parti dise qu'il ne veut pas des autres, un ou deux, qui ne veulent pas des autres et qui mettent en cause personnellement les dirigeants de l'autre parti. Alors ils trouveront sans doute une solution d'ici quelques temps, espérant qu'on ne soit pas tous morts avant. Et je vous donne la parole en m'excusant d'avoir été un peu long, parce que j'ai rencontré des gens sur mon palier avant d'arriver et je n'ai pas pu m'empêcher de soulager ma mauvaise humeur en parlant. À vous la parole. Qui lève la main? Qui est-ce qui donne la parole? C'est toi, Adé? Ah ok, d'accord, il y a deux micros. Oui. Bonsoir. Ouais. Donc je me présente, Samora Curier, je suis créateur de contenu sous le nom Le Moicast. On parle d'outre-mer. On m'entend pas? Non, Mal, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le micro, je pense. Ouais. C'est mes oreilles. Donc allez. Je dis oui, je parle beaucoup des outre-mer et des thématiques en lien avec les outre-mer. L'idée, c'est de justement vulgariser sur ces questions et aussi parler des défis qui nous concernent. Alors, comme souvent, dans les municipales, les thématiques dites ultramarines sont passées au troisième plan de la vie politique. La vie chère, l'eau, le drame écologique qu'on vit dans nos territoires et la continuité coloniale ne font pas trop recette. Et dans cette campagne, à part la victoire éclatante d'Alexis Chaussalet au Tampon, la 4e ville de La Réunion, on n'a pas véritablement ressenti la présence insoumise dans nos territoires dits d'outre-mer. Alors, ma question, c'est est-ce que LFI continue d'avoir plus qu'un œil sur les problèmes de nos territoires et leurs près de 3 millions d'habitants, qui mettent souvent d'ailleurs la France insoumise en tête au premier tour des élections? Et si un jour vous devenez président, comment est-ce que la France insoumise prévoit d'imaginer la coexistence avec les populations des territoires dits d'outre-mer, c'est-à-dire en termes de statut, de gouvernance et de décolonisation? C'est une vaste question, hein. Bon, j'ai juré que je ferais plus bref que d'habitude, donc je ne vous ferai pas l'histoire de tous les départements d'outre-mer. Je crois que pour ma part, je crois que je les ai visités tous, à l'exception de la Polynésie, et peut-être Wallis et Futuna. Bon, voilà. Alors, très rapidement, vous avez raison de dire qu'il y a une indifférence crasse de l'Hexagone pour l'outre-mer, et que les populations de l'outre-mer sont vues depuis l'Hexagone comme un ramassis particulier de barbares, c'est-à-dire qu'on n'en parle que comme ça va tellement mal qu'il y a des révoltes généralisées qui sont traitées comme des émeutes, c'est-à-dire des coups de sang sans conséquence intellectuelle. Alors oui, je vous rejoins. J'avais essayé une fois de faire quelque chose d'un peu inhabituel. On m'avait proposé une belle émission à France 2, c'était Caroline Roux, qui est quelqu'un qui s'intéresse aux Outre-mer, et je lui avais dit, écoutez, puisque vous faites sur place, si vous voulez, on va ensemble en Guyane. Alors on était ensemble en Guyane. Le seul commentaire qui en est revenu, c'est que France 2 avait mis les petits plats dans les grands pour moi, mais de la Guyane, pas un mot.
Alors vous avez raison de dire que ça n'intéresse pas, d'une manière générale, les dirigeants politiques du territoire hexagonal, mais nous, beaucoup. On y est souvent. Mathilde Panot a fait plusieurs fois le tour, et récemment, notre attention était concentrée par la Kanaky, Nouvelle-Calédonie, où nous étions encore il n'y a pas longtemps, et où je vais aller bientôt. Vous savez que là-bas, il y a le plan macroniste a complètement échoué, on a quasiment réussi, ils avaient presque réussi à détruire l'essence de l'accord de Nouméa, et puis, bon, tout ça s'est encalminé, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour en provoquer l'enlisement absolu, et donc c'est réussi, le corps électoral ne sera pas rectifié. Je ne dis pas de bêtises, hein, je ne me trompe pas dans les étapes qu'il y a eu. Bon. Voilà pour la Calédonie-Kanaky. Par conséquent, il va y avoir un vote dans des conditions sur les bases de l'ancien corps électoral. Ce sera un grand événement, car pour ma part, je considère que la question de... À cet instant, hein, d'ici peu, ça sera pire, mais à cet instant, la question de la Kanaky Nouvelle-Calédonie est le pendant de ce qu'a été la fin de l'Algérie française avant 1958. C'est-à-dire une impasse absolue par des gens qui ne veulent rien entendre, qui ne sont pas capables de comprendre la main tendue qui a été faite par les Kanaks, qui est absolument extraordinaire et unique dans l'histoire, et qui veulent à tout prix tout gâcher pour maintenir un régime colonial, alors que les Français ont voté qu'il y avait un régime colonial en Calédonie-Kanaky et qu'il s'agit de l'abolir. Alors ils ne veulent ni abolir le statut colonial, ni reconnaître à la population ce qu'elle s'est gagnée par elle-même. Voilà pour ce cas précis. Après, le reste, vous connaissez nos batailles sur la question du chlordécone. C'est un cas unique au monde, je crois, d'un pays qui a empoisonné une partie de son territoire en le sachant, puisque le chlordécone était interdit au Canada, était interdit aux États-Unis d'Amérique, mais qu'on a continué à l'utiliser. Je passe sur tout ça parce que sinon je ferai toute la liste, mais je veux me concentrer sur un point où les Outre-mer ont un rôle moteur pour l'Hexagone. C'est qu'il existe en Outre-mer un contrôle des prix. Un contrôle des prix qui s'appuie sur la loi. Il n'a pas été inventé spécialement pour les Outre-mer. Et aujourd'hui, l'essence coûte moins cher à La Réunion qu'elle ne coûte sur le territoire de l'Hexagone. Le gouvernement a reconnu lui-même qu'il était incapable de quoi que ce soit, puisqu'il dit « Ah ben on n'avait pas prévu que ça monterait comme ça ». Puis il y avait une manière de le savoir, c'était de nous poser la question. D'ailleurs, on n'a pas attendu qu'on nous pose la question pour apporter la réponse. Et on a dit « Faites comme dans les Outre-mer, contrôlez le prix et vous obligerez les fournisseurs à manger sur leur marge ». Tous les autres ont proposé qu'on baisse les taxes. On se rend compte que si les prix augmentent, vous avez beau baisser les taxes, les prix à la pompe continueront à augmenter. Et puis d'autres, enfin, ont eu une idée tout à fait macroniste. C'est le Parti socialiste qui, je le vois bien, chaque jour qui passe, ne sait plus très bien où il habite, mais il avait oublié qu'il avait signé un programme avec nous pour les élections municipales, législatives, dont la première ligne était qu'on ferait un blocage des prix. Bon. Alors eux, ils ont proposé un chèque énergie, qui est une idée stupide, puisque ça revient à faire payer par l'État les éventuels manques à gagner des fournisseurs pétroliers. Donc j'ai répondu comme j'ai pu à votre question. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais si j'ai oublié quelque chose, vous aurez l'occasion peut-être de me réinterroger, à condition que je sois plus bref pour les autres réponses. Mais ne me tentez pas, quoi. Si vous me proposez des magnifiques dossiers, j'ai l'envie d'en parler, parce que je les connais. Merci en tout cas. Alors, qui est-ce qui a levé la main? Non, mais c'est pas moi qui donne la parole. Après, j'aurai des ennemis partout. C'est toi qui as donné la parole, Adélaïde. Donc, si vous avez des mauvaises humeurs, Adélaïde. Alors, bonjour Monsieur Mélenchon, je me présente, je suis Modem, je suis une streameuse politique. Et détail qui a son importance, à la base, je viens de Corse, j'ai grandi là-bas. Donc, dans un territoire assez rural, un petit village. Où ça, excusez-moi? Dans un petit village corse. D'accord. Ah ben tiens, près de Bastia. Oui, un peu. D'accord. Et donc, malgré ce que certains ont tendance à laisser sous-entendre, on sait, quand on se penche sur le programme de l'avenir en commun et les différentes propositions des Insoumis à l'échelle nationale comme régionale, que la ruralité est loin d'être la grande oubliée de la vision politique insoumise. Mais force est de constater, avec les élections législatives ou municipales plus récemment, qu'on retrouve un électorat plus dense ou plus mobilisé en milieu urbain ou périurbain que dans les zones rurales. C'est un discours qu'on entend souvent et qu'une gauche semble avoir repris... non, c'est un discours qui semble avoir une large portée et qu'une gauche semble avoir repris aussi.
et qui du coup à certains points dans les affects populaires est surreprésenté. On a notamment aussi à gauche la reprise de la rhétorique par les bourgs et les tours, qui semble oublier totalement qu'il y a des tours dans les bourgs et que nous aussi on a des classes sociales. Mais bien sûr. Alors placés en opposition les uns aux autres, ignorant toute réalité des clivages sociaux au sein même des territoires urbains comme ruraux. Pensez-vous qu'il soit possible, d'ici et pendant la campagne pour la présidentielle 2027, d'inverser cette croyance en dépit d'une classe médiatique qui, dans sa majorité la plus légitimée, a tendance à imposer ce narratif? Écoutez, c'est... D'abord, je devrais presque rétablir un oubli. C'est que on m'a posé une question sur l'évolution institutionnelle à laquelle je n'ai pas répondu, mais je vais y répondre puisque vous citez la Corse, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Je pense qu'il y a un lien. J'ai évoqué la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, en disant c'est un symptôme de l'impasse dans laquelle se trouvent les institutions françaises pour finir la décolonisation aujourd'hui, mais à l'évidence, la France est confrontée à une évolution nécessaire de son organisation. Je prends beaucoup de précautions pour m'exprimer sur le sujet parce que ça n'est pas complètement arrêté dans notre vision des choses. Je parle là sous le contrôle de Manuel Bompard parce que c'est des questions qui sont pour nous nouvelles. Je le reconnais. Moi, je suis de culture jacobine, ancien modèle. Bon, j'ai évolué considérablement sur le sujet puisque, à propos de la Corse, nous nous sommes ralliés à la thèse des autonomistes corses de l'application à la Corse de l'article 74 de la Constitution, qui est par d'un côté comparable à celle de la Polynésie aujourd'hui. Je précise qu'il est bien dit Polynésie française sur la carte et qu'on n'y applique que l'article 74. Je pense que des évolutions de cette nature sont à attendre dans de nombreux secteurs de la vie de la France des Caraïbes, par exemple. Peut-être sera-ce le cas avec la Guyane aussi, mais on devra aller vers des solutions de cette nature. Alors, il est vrai que pour prendre encore ces exemples-là, souvent, nous sommes peu ou mal présents. Le cas de La Réunion est à part. Pourquoi? Parce qu'il y a à La Réunion un accord entre LFI et PLR, le parti pour la Réunion de Huguette Bello. Accord qu'il ne m'avait pas été possible de conclure dans le passé avec Paul Vergès, paix à ses cendres, et que j'admirais beaucoup par ailleurs, qui était fort rusé et très avancé. Bon, mais ça n'avait pas pu se faire. Il me préférait toujours au dernier moment le Parti socialiste. Bon, ça lui a pas porté chance, soit dit par parenthèse. Et avec Huguette, les choses ont été beaucoup plus simples, et nous la considérons comme un de nos leaders. Mais elle est la fondatrice de PLR. Et donc, quand on arrive à La Réunion, LFI existe, mais toujours en relation très étroite avec PLR. Ensuite, dans les Antilles, c'est moins le cas, parce que nous sommes dans un accord pour la Martinique avec Philippe Nilor, qui est un des députés du groupe La France Insoumise. Voilà. Et nous faisons de même à la Guyane. Donc, à chaque fois, nous sommes moins présents. Maintenant, les villes et les campagnes, c'est un autre sujet, mais pas si éloigné que ça, parce que bon, ce que vous avez dit sur les tours et les bourgs, tout ça, vous comprenez, c'est paix au centre de ce pauvre Habermas qui vient de mourir. C'est de l'agir communicationnel. C'est des gens qui font rien, mais qui pensent que parler est en soi suffisant. Parler est très important. Il y a une réalité qui est créée par le discours et par le langage, mais elle oblige quand même à l'action. Il faut quand même faire quelque chose. Alors, j'en profite pour signaler à nos critiques qu'ils avaient une occasion inespérée de nous doubler sur le terrain, puisqu'ils disent que nous n'y sommes pas. Eh bien, pourquoi n'y sont-ils pas allés? C'était une occasion extraordinaire, pas un LFI à l'horizon, pas un groupe d'action. Bon, bref, je me résume, souvent nous sommes absents, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'organisation insoumise, mais pas partout, parce que dans les villes qui ont une mairie, un maire ou une femme maire insoumis, alors souvent il n'y a qu'une liste, alors évidemment, et puis souvent des gens en gros de gauche se mettent d'accord pour faire une liste, ou des fois c'est un peu tout le monde. Il y a un peu tout le monde. Alors ça ne se fait pas de dire « Ah ben c'est nous qui avons gagné à la mairie », parce que c'est pas vrai. Mais on a choisi dans le tas un insoumis ou une insoumise qui paraissait sympa, compétent, etc. Il faut vous dire que dans 7 villes sur 10, c'est un des aspects de la crise démocratique à mon avis,
7 communes, pardon, sur 10, il n'y a qu'une seule liste. Alors, si vous voulez, une seule liste, c'est la négation de la politique. Pour qu'il y ait politique, il faut qu'il y ait débat. Je ne dis pas débat sur des doctrines en général, etc., même pas ça, mais au moins débat sur des choses différentes à faire. Alors l'un dirait, ah ben tiens, on va refaire la route, l'autre va dire, ah ben non, on refait l'école, quelque chose comme ça. Et puis, à travers ces choix-là, on verra des doctrines politiques qui influencent plus ou moins. Il n'y a aucun débat. Donc c'est la zone de rien. C'est ennuyeux, mais bon, les gens ont quand même choisi des listes et on remercie tous ceux qui acceptent de prendre la tête de telle liste parce que c'est du boulot pour eux, voilà. Alors, ça, c'est 7 sur 10. Mais après, 4 sur 5 n'ont pas d'étiquette politique. Donc vous avez des gens en face de vous, mais ils ne vous disent pas ce qu'ils pensent. Et des fois, eux, ils savent ce qu'ils pensent. Je pense à une commune dont le nom va finir par me revenir, qui est dirigée par une socialiste particulièrement rusée et hypocrite, qui, quand arrivent les élections, pouf, elle n'est plus socialiste. Alors il n'y a rien marqué sur ses bulletins de vote. Et puis au deuxième tour, tiens, tout d'un coup, ça lui revient. Et elle met plein d'étiquettes parce qu'au passage, elle a ramassé la droite. Donc quand il y a la droite, elle met des sigles de gauche et des sigles de droite. Je crois que c'est Beson. C'est ça? Voilà. Bon, alors elle met les deux. Comme ça, elle dit, vous voyez, moi je suis avec personne, avec tout le monde, qu'est-ce que je suis intelligente. Alors bon, les gens qui sont là disent, bon, bah, s'ils sont tous d'accord, moi je suis pas plus malin que les autres. Et ça donne des résultats. Ça donne aussi des résultats pour nous, parce qu'évidemment, on n'est pas non plus les couteaux les moins affûtés de la cuisine. Et bon, plein de gens se disent, ils sont en train de se foutre de nous. Nous, on est de gauche, on ne veut pas être voté pour une liste où il y a de la droite. Voilà. Ça, c'est pour le terrain qui est inoccupé. Qu'est-ce qu'on peut faire? En développer le mouvement, la présence. Parce que, voyez-vous, la vraie différence entre les villes et les campagnes, il y a plein de différences. Il y a plus d'arbres ici que là. Bon, OK. Mais ça, c'est bon pour les technocrates, ceux qui font de la gestion managériale des territoires. Parce que ceux-là, bon, ils prétendent représenter des territoires. Mais nous, on représente des populations. Donc, on est sensible à la condition humaine en milieu rural. Elle a ses avantages et elle a certains inconvénients. Avantage, tu peux te loger à moins cher qu'en ville. Avantage, c'est plus cool, le cadre. Inconvénient, pour faire la moindre chose, il faut monter dans la voiture. Et pour monter dans la voiture, tu as une taxe sur tous tes déplacements, ce qui n'existe qu'en milieu rural avec une telle intensité. Premier problème. Et deuxième problème, qui intéressera les sociologues qui sont parmi vous éventuellement, c'est que la vraie différence, c'est la densité. Et Socrate lui-même disait, on ne dialogue pas avec un arbre. C'est la vérité. On dialogue avec d'autres êtres humains. Encore faut-il en rencontrer. Et vous avez, dans les milieux de faible population, beaucoup de transport et beaucoup d'isolement. Un isolement absolu dans certaines catégories sociales. Je pense en milieu paysan proprement. La détresse est souvent absolue parce qu'on ne voit personne. Et quand arrive l'hiver et le gel, le facteur lui-même ne vient pas. Et donc, vous pouvez avoir un gars ou une fille tout seul dans son truc, il ne voit jamais personne, avant qu'on puisse à nouveau circuler. Et cet effet de densité a un rapport direct avec les relations sociales que les gens entretiennent. Plus vous avez de relations sociales, plus vous vous intéressez à des tas de choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Sinon, vous avez que la télé qui vous raconte qu'une seule et unique chose sur tous les tons, s'il y a un problème, c'est soit la faute à Mélenchon, et si c'est pas vraiment prouvé que c'est sa faute, c'est celle des Arabes et des Noirs. Voilà. Bon, donc on connaît le discours dominant, et ça crée une angoisse permanente sur tous les sujets. Bon, voilà. Et ça, c'est catastrophique, parce que ça, c'est un terreau à un rassemblement national. C'est-à-dire que, isolé, vous finissez par croire que il y aurait une manière d'être digne en détestant les autres. Après les formes de socialisation, je n'irai pas beaucoup plus loin. Mon copain qui s'appelle Sébastien Rome, qui est de l'Odève, m'a fait faire un tour du coin là-bas pour bien réfléchir à la condition rurale, et il m'a fait la démonstration que les problèmes étaient, mais je n'imaginais pas à quel point, les mêmes qu'en ville. C'est-à-dire, t'es jeune, il n'y a rien. Tu es un jeune couple, tu ne peux pas te loger parce qu'il n'y a rien à louer, ou très peu. Et c'est la même chose que ce que vit la population en ville. Alors, et jusque dans des coins comme la Lozère, où je suis allé à la faveur d'une polémique, où j'ai fini par gagner par 10-0, localement, c'était amende, et les gens m'ont raconté la même chose. M'ont dit, nous, des jeunes, m'ont dit, nous, pour se loger, la catastrophe.
Donc toutes ces similitudes finiront à un moment ou l'autre par l'emporter. Je veux dire dans la conscience qu'en ont les gens. Mais je redis, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'insoumis, il y en a. Mais si vous êtes tout seul, s'il faut se fâcher avec tout le quartier, du peu de gens qu'il y a là, et en plus s'engueuler parce que vous ne supportez pas qu'on vous traite d'antisémite ou de je ne sais pas quoi, c'est clair que ça ne vous donne pas trop envie de vous faire remarquer. C'est pour ça d'ailleurs, je termine par une petite remarque annexe, les sondages bidons par coup de téléphone, la moitié du temps, les gens ne répondent pas qui sont les filles, qui c'est qui a envie de se faire engueuler ou de se faire marquer sur une liste. Quelqu'un vous téléphone, il vous appelle par votre nom et vous allez lui dire que vous êtes les filles, mais c'est l'équivalent d'un suicide social dans bien des cas. Bon, voilà. Alors, c'est ma réponse pour cette distinction entre les deux milieux de vie. Mais je reconnais que nous, on n'est pas encore en état de couvrir tout le terrain. On y réfléchit parce qu'on ne sait pas par quel bout attraper le problème. Des gens insoumis, il y en a, mais bon, de là à faire des listes, c'est un peu plus compliqué. Des gens insoumis, des fois, on ne sait pas où ils sont. Bon, ils ne se sont pas encore fait connaître. Alors, la prochaine élection nationale va nous permettre de niveler tout ça, parce que la prochaine élection nationale, c'est l'élection présidentielle. Alors là, pas vu, pas pris. Hein. Vous allez dans l'isoloir, puis que vous mettez votre bulletin pour une candidature insoumise, et hop, pas vu, pas pris, ça marche. Bon. Donc on va voir à ce moment-là la carte un peu plus réelle du moment politique où on en est. Mais moi, je pense que ce que vous soulignez, c'est-à-dire les conditions spécifiques de l'isolement, pèsent d'un poids très lourd sur la formation de la conscience politique. Bon, je vais faire un effort pour être plus compact. Monsieur Mélenchon, bonsoir. Monsieur... On s'est vu nous déjà la semaine dernière, donc rebonsoir, je rappelle que je suis Farah RK, créatrice de contenu politique sur les réseaux sociaux. Non, c'était le mois dernier, pardon, avec les municipales on est un peu... La vie passe vite, c'est vrai. Mais d'ailleurs en parlant des municipales, je vous sens un petit peu en forme avec le PS ce soir, parce que je vous ai entendu depuis tout à l'heure, je vais aller dans cette direction-là. Pendant le soir du deuxième tour des élections municipales, Gabriel Attal en conférence de presse a appelé la droite à s'unir avec le centre pour les prochaines élections présidentielles. Gérald Darmanin a également déclaré qu'il souhaitait un seul candidat de la droite, du centre et potentiellement de la gauche hors LFI, bien évidemment. Vous aviez, vous, déclaré que le PS s'achetait pour pas cher, il me semble. Si je reprends vos termes et selon vos termes, et si le centre réussissait à racheter le PS pour, entre guillemets, pas cher, comme vous le dites, monsieur Mélenchon, et qu'il s'alliait à d'autres mouvances de gauche hors LFI, est-ce que vous n'auriez pas un petit peu peur d'être seul pour la présidentielle de 2027 ? Monsieur Faubert, installez-vous, je vous en prie, prenez vos aises, ne restez pas debout. Voyez, monsieur Faubert, quand même, Émilien, donne un petit coup de main, qu'il ait une petite chaise ou quelque chose. Ah, merci, madame, pour votre question, dans laquelle je sens une certaine perfidie. Mais au moins, avez-vous le respect de ne pas me demander si je ne crains pas. Car beaucoup de vos collègues me demandent si je n'ai pas peur d'eux, si je ne crains pas. Bon, moi, j'ai toujours dit que j'avais peur de rien et de personne. C'est pas tout à fait vrai, mais je ne vois pas l'intérêt de l'avouer. Bon, on part des réalités. On fait avec les réalités. Les socialistes se sont tendus à eux-mêmes. C'est pas moi qui l'ai inventé, le piège. J'aime bien qu'on célèbre mes talents. J'ai aucun problème à ce que vous me fassiez des compliments dans vos articles. Mais attribuez-moi ce que j'ai vraiment inventé, pas le piège. Le piège, c'est la droite et les médias de l'officialité qui l'ont inventé. Ils ont inventé que LFI était une organisation... Alors, ça a démarré avec des registres différents. Hein, mais là, dans la dernière période, nous étions une organisation violente à la tête de plusieurs milices antifascistes et antisémites. Et alors maintenant, le narratif comporte des additifs. Les propos de M. Mélenchon, antisémites. Alors, bon, si c'était le cas, je vous en supplie, dites-moi lesquels. Et surtout, n'oubliez pas d'aller porter plainte, parce que c'est un délit en France. Apparemment, vous ne portez pas plainte, alors que vous les observez. Ensuite, on a dit que j'avais ironisé sur des noms propres. Misère. Je n'ai ironisé sur aucun nom propre. Je les ai écorchés, c'est pas pareil. Et j'ai constaté avec beaucoup de surprise, j'ai maltraité le nom de Madame Violette Spielbout, et ça n'a ému personne. Et j'ai estropié le nom de Monsieur Glucksmann, et ça a été l'affaire du siècle, une des questions les plus importantes qui a été soulevée depuis l'affaire Dreyfus. Donc non, tout ça est complètement disproportionné, irréaliste. Quant à Epstein, je n'ai pas ironisé sur son nom. J'ai dit, à l'époque où il y avait plus de 800 articles sur le thème Epstein,
est un complot russe. J'ai dit, écoutez, non, trouvez autre chose. Si vous ne voulez pas qu'on parle de la pédocriminalité, trouvez autre chose que les Russes, parce que ça, on ne peut pas le croire. Donc, je n'ai jamais ironisé sur des noms, je n'ai jamais tenu de propos antisémites, mais je m'aperçois que ça fait partie maintenant de la narrative. Et qu'ont fait les socialistes, par un moment extraordinaire de stupidité, difficile à battre, parce qu'il faut vraiment être très bête pour faire ça. On dit, ah mais oui, alors, vous savez ce que c'est ? C'est comme dans les endroits un peu isolés, la rumeur. Hein. Alors, en général, la rumeur frappe les femmes. De mauvaise vie, toujours. Hein. Alors, il y a la rumeur. Et rien n'est pire que la rumeur, parce que vous ne pouvez pas vous en défendre. Donc, la rumeur a fait peur aux socialistes, qui sont demandeurs de prestance et de reconnaissance. Voilà. Alors, ils ont le journal Libération pour ça. Ils peuvent l'ouvrir tous les jours et se regarder. C'est, vous savez, Blanche-Neige et les 7 nains, là. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Non, ça, c'est Tintin. C'est la sorcière qui dit qui est la plus belle, Blanche-Neige ou moi. Hein. Donc, ils ouvrent Libé et ils lui demandent qui c'est qui est plus beau, Mélenchon ou moi. Alors, évidemment, le problème est réglé avec Libé, c'est Mélenchon, c'est la faute à Mélenchon, c'est le problème, c'est Mélenchon, etc. Donc, pour se regarder avec satisfaction dans Libération, ils ont sauté à pieds joints. Alors, non seulement, ils ont dit qu'on était antisémites, mais qu'en plus, c'était moi le responsable, une chose inouïe, jamais vue dans toute l'histoire de la gauche, un parti désignant l'un des responsables d'un autre parti pour dire « tant que celui-là est là, on ne parle pas avec ». Alors, il y a un inconvénient. Premièrement, c'est qu'ils se sont mis eux-mêmes dans le piège. La droite, elle mangeait ses pop-corn pendant ce temps-là. Elle les regardait faire. Et quand ils sont arrivés au premier tour, ils ont fait les malins, sauf qu'ils ne faisaient pas les malins là où ils étaient à moitié perdus. Là où ils sont là, des fois, pour des raisons toutes bêtes, hein, ils sont là depuis trop longtemps, c'est les mêmes. Ou bien ils méprisent tellement les gens du peuple que les gens s'en sont rendus compte parce qu'ils ont rasé des quartiers populaires. Bon, donc il y avait des raisons municipales à ce que dans ces villes-là, les gens en aient assez d'eux. Alors là, oui, et là, ils ont appelé les pompiers et les secours. Alors nous, on est venus, braves comme on est. Pourquoi ? Parce que pour nous, on n'est pas tombés dans le piège. On sait qu'ils sont stupides, on sait qu'ils sont violents, on sait qu'ils sont méprisants. Mais on défend une idée aussi. On ne va pas nous-mêmes aller se foutre en ultra-minorité. Donc on les défend. Franchement, des fois, faut faire un effort. Mais quand je dis « nous », je ne parle pas de Bompard, je ne parle pas d'Anaïs ou de Paul. Je parle des gens, moi. Les gens, quand vous les insultez pendant un mois, bah à la fin, ils le prennent très mal. L'idée a l'air de devoir voter pour vous, surtout si votre gestion locale est calamiteuse et qu'au premier tour, vous avez préféré voter insoumis. Vous arrivez au deuxième tour, le même qui vous a traité de tous les noms dit « Allez, maintenant, hein, faut voter pour nous ». Alors oui, il y a eu de la perte en ligne, mais pas là où c'était prévu. Mais en gros, de perte en ligne, il n'y en a eu nulle part. En gros, ce qu'on voit, c'est -2, je crois. -2, c'est rien. Ça n'existe pas. C'est que des fois, ça permet de perdre, hein, ou de gagner. Mais c'est rien. Quand il y a eu -2 entre socialistes et communistes, après les années 80, le monde a arrêté de faire sa rubrique sur les reports. Ça ne valait plus la peine, parce que c'était tellement massif. Donc, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a fonctionné que dans un cas. Écoutez-moi bien. C'est que tous ceux qui ont entendu avant et pendant le deuxième tour, par des aigles comme la Girouette Jouvet ou les autres dans le même truc, qui nous ont couverts d'injures entre les deux tours, disent « Attends, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Hollande, là, j'en passe, c'est des meilleurs. » À dire « Non, non, jamais les filles. » Les gens disaient bah, « Très bien, puisque tu veux pas de nous, au revoir, on ne vient pas. » Franchement, c'est pourquoi j'ai utilisé le mot stupide. Comment voulez-vous que je caractérise une chose pareille ? Alors, une semaine, ils ne peuvent pas nous voir. La semaine d'après, ils s'allient avec nous. Et la semaine suivante, quand ils commencent à se battre entre eux, il y en a qui sont touchés par la grâce et qui disent « Vous savez, ceux qui ont perdu, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose que de perdre. Parce qu'ils auraient dû perdre, je retiens les propos de Jouvet, au premier tour. C'est-à-dire qu'ils souhaitent le malheur de ses propres copains juste pour régler ses comptes avec eux. » Tout ça, bon, je ne sais pas quoi vous dire sur le sujet. Madame, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire avec des gens pareils. Des gens qui changent d'avis et de ligne. Semaine après semaine, comment voulez-vous qu'on bâtisse une politique raisonnable avec eux ? Alors oui, on peut craindre, en effet. Là, vous avez raison de pointer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En effet, à force de dire matin, midi et soir que nous sommes infréquentables, bah, ils arrivent à convaincre une partie de leurs adhérents. Alors, votre question en comportait une autre. Je me suis un peu lâché sur la partie socialiste parce qu'en effet, ça me fait beaucoup de bien. Mais l'autre partie, c'est est-ce que le centre... Alors déjà, j'allais vous retourner la question en disant vous êtes déjà mis au centre. Bon, mais c'est vous qui avez raison parce que les autres se sentent l'audace. Il faut voir dans quel monde on vit, hein.
mais que les autres se sentent l'audace, quand il s'appelle Darmanin, d'aller dire à un sauce, ben, viendez avec nous, notre bande. C'est inouï. C'est tellement incroyable qu'on se pense. C'est bien ça qu'il a dit? Oui, c'est bien ça qu'il a dit. En effet, une partie de la droite, eux, ils s'en foutent, hein, des étiquettes, ça, ils ne sont pas concernés, dit, ben, pourquoi vous ne votez pas avec nous, puisque vous les détestez comme nous? L'anti-LFI, c'est le programme commun du centre. Alors, ils picorent un peu chez Madame Le Pen, et qui vont finir par s'étrangler avec, et puis les autres, une petite paille comme moi avec le lait fraise, chez les Rouges. Hein, et ça s'appelle le centre. Ni de gauche, ni de gauche. Voilà. Alors, ils vont construire ça sur la base de quoi? Ben, de l'anti-LFI. Le programme commun de tous ces gens, soi-disant du centre, c'est l'anti-LFI. Donc, en ce sens, votre question touche juste, parce que c'est vrai, c'est le risque pour nous, qui finissent par se mettre d'accord. Eh ben, que voulez-vous que je vous dise? On prendra la pelle, la pioche, et on recommencera tout à zéro de ce côté-là, pour faire que ceux qui étaient jusque-là à gauche y reviennent, ou y restent. Parce qu'on ne peut pas être de gauche avec M. Darmanin, c'est pas possible, ni avec M. Attal. C'est pas que j'ai quelque chose contre lui en particulier, mais lui, il a quitté la gauche pour aller chez Macron. On n'a aucune raison de penser qu'on a, quand on est de gauche, quelque chose à voir avec quelqu'un qui vous a quitté. Enfin bon, c'est vrai que c'est difficile. Moi, je ne sais pas, quand on me téléphone de l'étranger, les gens n'en reviennent pas. Comment c'est possible que, par exemple, des communistes préfèrent s'allier avec des socialistes qu'avec LFI? Ben, allez l'expliquer, moi, j'en sais rien. J'ai dit, je ne sais pas, ils leur demandaient eux. Et pareil pour les socialistes. Alors, c'est vrai qu'on a un défi, parce que dans toute l'Europe occidentale, enfin maintenant c'est toute l'Europe, je veux dire toute l'Europe, l'extrême droite gagne du terrain, faute d'une alternative qui soit une alternative de masse. Mais vous me direz, pour être une alternative de masse, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut faire ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire renoncer aux alliances de toutes sortes, et puis prendre la pelle, la pioche, et puis commencer à faire le travail. Puis il y a des étapes. Je ne dis pas, je ne donne pas des leçons aux autres, hein, mais j'observe que le PTB en Belgique a de beaux résultats. Hein. Bon, et franchement, c'est pas les plus modérés de la bande, hein, dans leur expression. Alors ça marche moins bien en pays flamand, mais vous savez ce qu'en disait Brel, et puis ça marche mieux en Wallonie. Mais les liens entre la Wallonie belge et le nord de la France sont très étroits, et on en retrouve des traces jusqu'au XVe siècle, donc il y a des choses qui finiront par se faire, toutes seules. Alors, c'est difficile pour nous tous, partout dans le monde. C'est très difficile. Mais voyez-vous, tout à l'heure, j'ai commencé par une indication, et je veux la remettre sur la table. Nous gagnons tout ce que nous gagnons dans les villes les plus pauvres. En ce sens, s'il fallait prendre l'ancien vocabulaire, je dirais que nous avons ramené la lutte de classe là où la résignation et la misère avaient fini parfois par l'effacer. Parce que quand vous êtes tout seul, tout pauvre, enfermé dans un coin dont vous ne pouvez pas sortir, des fois vous ne voyez même pas le reste du monde pour savoir où les maîtres habitent, dans quelle splendeur ils vivent et quel gâchis ils occasionnent. Et vous êtes dans le néant. C'est pour ça que ça me chagrine tant, ces 7 communes sur 10 où il n'y a qu'une seule liste. C'est parce que ça a toujours été comme ça. Alors on ne peut pas faire autrement. Vous savez, des pauvres, il y en a toujours eu, et des riches aussi. Et vous avez même des gens qui se croient intelligents en disant « Moi, c'est pas qu'il y ait des riches qui me dérangent, c'est qu'il y a des pauvres. » Et ils ne font pas le lien entre l'idée que s'il y a des pauvres, c'est parce qu'il y a des riches, parce qu'on ne peut pas devenir riche autrement qu'en appauvrissant les autres. Ça n'existe pas. On en fait la démonstration quand il faut. Voilà. Alors, c'est très dur. Oui, on ne va pas le cacher. Mais qu'est-ce qui revient? Dans les paramètres de l'histoire, vous avez le terrain, je veux dire la géographie, ça c'est le calendrier. Ensuite, vous avez les protagonistes, ça c'est les partis organisés. Troisièmement, il y a votre stratégie pour rallier du nombre. Et quatrièmement, il y a un autre facteur qui compte dans l'histoire. C'est la stupidité. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. La stupidité est un facteur extrêmement actif. Comptez sur l'erreur des ennemis. Quand M. Trump décide d'aller bloquer le détroit d'Ormuz pour ensuite venir nous dire qu'il nous demande de l'aide pour le débloquer, on peut quand même penser qu'il y a une dose de stupidité qui est à l'œuvre. Quand 2 pays décident d'en agresser un autre et remettre d'accord toute la population avec un régime que par ailleurs elle déteste, on peut quand même dire que c'est une sorte d'exploit qui a été accompli.
Voilà. Alors là va revenir sur la table quelque chose, je m'empresse de dire que je n'y suis pour rien, ni aucun des insoumis que vous avez sous les yeux. Ce n'est pas nous qui augmentons le prix des carburants, mais je vous informe qu'ils vont continuer à augmenter. Ce n'est pas nous qui interrompons les flux maritimes mondiaux, c'est M. Trump. Et M. Trump ayant d'abord déstabilisé l'économie mondiale par des tarifs douaniers extravagants et imposés à la dernière minute, je veux dire dans un monde largement libéralisé, a créé une première dose de chaos. Et maintenant, il vient de créer la deuxième. Alors, nous allons tous pouvoir, nous en sommes tous au même point. Nous sommes des observateurs avisés et conscients. Est-ce que le capitalisme va résister à deux chocs pareils? Alors, c'est un système qui est très résilient. Je veux dire, il est capable de surmonter des crises et même d'en profiter. Mais là, c'est structurel. Si les marchandises n'arrivent pas, du peu qui s'en produit, ça répercutera les coûts des matières premières, ça répercutera les coûts des matières indues. Donc, la période dans laquelle nous sommes installés, dorénavant, la période présidentielle en France, ne va pas être tant submergée par la question de savoir à quel point nous sommes fréquentables ou non, mais de savoir si notre pays est capable de résister à un choc pétrolier, à quoi s'ajoutera un choc sur les fournitures, à quoi s'ajoutera un choc douanier. Nous allons voir tout ça. Et c'est de ça dont il sera question à l'occasion des élections présidentielles. Et vous aurez à choisir entre les gens qui n'y connaissent absolument rien, qui peuvent jouer au dé les décisions de la France, et ceux qui se sont efforcés au fil du temps d'accumuler quelques savoirs pour savoir comment résister. Bon, ça c'est un peu prétentieux, mais vous voyez tout de suite qui je vise. C'était long hein, comme réponse. Hein. Qui me tentait... J'ai perdu l'habitude des questions avec de la profondeur. Vas-y, Ami, allez-y. Bonjour. Alors, ma question, elle rejoint un peu la dernière question. Je me présente, je m'appelle Lola Fleur, je suis étudiante à Sciences Po Paris et je suis aussi créatrice de contenu politique. Et je me demandais, malgré... Créatrice de contenu politique, ok, mais je m'instruis. Moi aussi, je suis créateur de contenu politique. Vous avez vu le nombre de concepts, puisque vous êtes à Sciences Po, oui. Qu'on a produit depuis quelques années. La Nouvelle-France, la planification écologique. Vous avez lu mes livres? Non, jamais. Bon, je vous les offrirai. Merci. Alors, allons-y. Je me demandais, du coup, malgré un discours médiatique qui attribue à LFI la responsabilité des défaites dans certaines alliances, notamment à Toulouse avec le PS, on observe au contraire des victoires nettes dans des villes comme Saint-Denis, Le Tampon ou Roubaix, qui montrent l'efficacité de la ligne de rupture. Et du coup, est-ce que cela n'indique pas que ce qui fait perdre la gauche, ce n'est pas LFI, mais l'abandon de cette ligne dans certaines alliances, et l'importance donc de la maintenir clairement, notamment pour les présidentielles? Merci. Vous ne pouvez pas mettre une petite bâcherie dedans pour que ça fasse... Non, mais bon, vous avez une excuse. Vous êtes une intellectuelle comme moi, donc vous ne vous sentez pas obligé de... Bon, bref. Vous savez, l'actualité est une production. Je ne vous l'apprends pas. Donc, à partir de 20 heures, la machine à produire de l'actualité politique se met en route. Mais elle démarre poussivement, parce qu'à 20 heures... il n'y a que les endroits où on ferme à 18 heures qui ont des résultats. Ce sont les plus petites communes. Mais, en général, ça sert la droite, parce que c'est là que sont le plus grand nombre des conservateurs. Ça sert ceux qui n'aiment pas LFI, pour la raison que LFI, c'est d'abord, aujourd'hui, un mouvement des grands ensembles urbains, de la population urbanisée, où il y a d'innombrables échanges. Bon. Alors... à 20h, il fallait qu'ils disent quelque chose. Et ils s'étaient mieux organisés que la semaine d'avant, parce que la semaine d'avant, ils étaient pris de court, suffoqués. Comment on avait pu gagner à Saint-Denis au premier tour avec des manifestations de joie populaire? Alors, bon, alors oui, Saint-Denis a été libéré. Et puis au deuxième tour, il y a eu d'autres manifestations comparables de joie de libération à Roubaix. Et je vous en annonce bien d'autres qui viendront dans la suite. Alors, nous, ça confirme notre stratégie. C'est l'idée qu'on s'en fait. Hein. Mais encore une fois, perdez pas de vue que vous avez affaire à des animaux politiques d'un type particulier, d'une variété spéciale. Nous avons toujours inscrit ce que nous faisons par tradition qui nous vient de nos ancêtres en politique dans le temps long. On n'est pas en train de calculer la portée d'un bon slogan juste pour une élection. Et puis l'élection d'après, on change de slogan, on prend éventuellement celui de l'adversaire parce qu'il était meilleur, et ainsi de suite. D'accord ?
Donc nous savons que nous sommes dans une œuvre de reconstruction de la gauche. La reconstruction est rendue difficile, non pas par le manque de slogans, mais par le manque d'analyse. C'est ça que nous avons trouvé. Manque d'analyse de notre époque. Et le peu d'analyse qu'il y avait était purement utilitaire. Il ne faut pas que je m'embarque dans une démonstration de 2 heures, mais c'était en gros laisser tomber les ingrats qui ne se rappellent pas que vous leur faites du bien. Le peuple, tout ça, les ouvriers, bon ok, vous leur faites les 35 heures, ils ne veulent pas pour vous. Bon allez, oubliez-les, concentrez-vous sur la classe moyenne, qui est une classe par définition instable, qui aimerait ressembler à ceux à qui elle aimerait s'intégrer, les importants, qui prennent les décisions, et qui en même temps souvent vient du peuple, et donc est travaillé par des remords. Donc l'essentiel de la gauche est concentré sur cette population en oubliant tous les autres. Donc nous, il a fallu faire le travail d'abord théorique, qui consistait à dire où on en est du mécanisme de l'exploitation capitaliste, par où passe-t-il, et pour se rendre compte que ce n'est pas seulement dans l'entreprise, mais aussi dans le reste de la société. Je vous épargne environ 200 à 300 pages de mon livre. Alors, une fois posé ça, commençons par tordre le cou à des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, quand on nous a dit vous avez fait perdre Toulouse, pardon, mais Toulouse n'était pas à gauche. Toulouse était à droite. Et elle l'est toujours. Et le coup d'avant, il y était aussi. Et le coup d'avant aussi. Qui c'est qui l'a perdu? C'est pas nous, hein, c'est les socialistes. Ont-ils fait le bilan de leurs erreurs qui les conduit à ce désastre? Non, pas du tout. Ils nous accusent. Pas ceux qui sont sur place, parce que ceux-là, à force de se prendre des gifles, ils ont commencé à se dire, bon, il faut peut-être trouver une autre méthode. Et ils ont trouvé une autre méthode, se mettre avec nous pour faire une liste, dans un partage extrêmement généreux. Mais comme on était très voisins, ça avait du sens. À eux, la métropole, à nous, la ville. C'était normal, puisque le candidat pour la ville, c'était Piquemal. Bon, voilà. Mais déjà, je commence par dire ça. Nous n'avons pas fait perdre Toulouse. Nous ne l'avons pas gagné. C'est pas pareil. C'est eux qui l'ont perdu. Maintenant, deuxième aspect du même Toulouse. Si je prends Toulouse, c'est parce que c'est tellement porteur d'enseignement que quand même, ça vaudrait la peine qu'ils s'y arrêtent, qu'ils s'y intéressent pour faire autre chose que de s'en servir comme d'un prétexte. Affaire suivante. À chaque fois, au premier tour, la gauche est plus nombreuse que la droite à Toulouse. Mais à Toulouse, il y a une mauvaise culture générale de gauche que les partis n'ont pas essayé une seule fois de résoudre. Pourquoi, au deuxième tour, ont-ils tant de mal, quand ils sont communistes, à se mettre d'accord avec un vert? Pourquoi, quand ils sont-ils verts, ont-ils tellement de mal à se mettre d'accord au deuxième tour avec un socialiste ou je ne sais qui? D'accord? Ça, c'est un problème. Si j'étais toulousain, c'est ça que j'essaierais de régler. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait mes camarades. Puisque vous voulez rien comprendre, on va vous passer devant, comme on l'a fait au niveau national. Au niveau national, nous leur sommes passés devant en 2017. Et puis ensuite, une deuxième fois en 2022, on a gagné 2 fois. La seule primaire qui vaille, c'est-à-dire le premier tour. Vous croyez que ça les a rendus plus malins? Non, ils n'ont qu'un espoir, c'est de nous battre. Ça, c'est humain. Mais pas par la diffamation. Je reviens à Toulouse. Maintenant, regardez bien de près. À chaque fois, la gauche est plus nombreuse que la droite, mais elle perd. Quel problème? Mauvaise capacité à se rassembler. Deuxième aspect. Pour la première fois, parce que les 2 autres fois que je vous ai citées, c'est pas nous la tête de liste. D'accord? Les 2 autres fois, on fait moins de voix au deuxième tour qu'au premier. Là, pour la première fois, on a rassemblé plus de monde qu'il n'y en a jamais eu. Et on a fait plus de voix en valeur absolue qu'on en avait fait au premier tour. La démonstration est limpide. Et ce qu'a fait le Parti socialiste contre ses camarades localement, en nous couvrant d'injures entre les 2 tours, est la cause principale du fait que cette fois-ci on a perdu. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dissuadé des gens modérés, tranquillous, qui ne savent plus très bien où on en est, mais on a toujours voté comme ça, et ben les a dissuadés de voter pour nous. Et puis il y a eu la scène indigne de la commémoration des horribles attentats qu'il y a eu là-bas dans l'affaire Mera, où ils se sont répandus en choses absolument absurdes, m'ont fait dire que j'aurais dit que c'était, je sais pas quoi, un complot. Mais quand est-ce que j'ai dit une chose pareille? Mais tout ça n'a pas de sens. Et ont été jusqu'à insulter et menacer un parent de victimes qui se trouvaient là avec les camarades. Et puis on a eu des injures, des menaces de mort et tout ça. Alors ça crée une ambiance qui est horrible. Et c'est indigne. Nous, on a cette discussion, on va la voir.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va plus dans les commémos pour se faire insulter, quoi. C'est pas possible. Ça crée un désordre inouï, ça choque beaucoup de monde. Et nous, on ne veut pas donner que l'impression que d'une quelconque manière, on est complice de ça. Il faut des choses dignes. Dans les commémos, la guerre est finie, d'accord? On arrête. On a toujours fait ça. La seule fois de ma vie où j'ai enlevé mon écharpe pour foutre le camp d'une commémo, c'est parce que celui qui faisait le discours était en train de dire que les communistes avaient saboté les convois de ravitaillement et médicaux en Indochine. Bon, je ne savais pas de quoi il parlait, mais ça m'a paru absolument insupportable. Il dit, moi, je ne viens pas me faire insulter dans une commémo. Vous voyez? Je vous fais un aveu et je vous raconte une histoire. Mais sinon, non, on tue ses bouches cousues. On dit, en avant, on s'est battu pour la patrie, tout ça, on ne dit rien. On ne parle pas des marchands de canons et de tout ça. Là, c'est inouï. Bon, ça n'a pas aidé à Toulouse. Et puis après, vous avez les gens qui sont insauvables. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? À Brest, on a fait ce qu'on a pu, mais les gens n'en veulent pas, ils n'en veulent pas, ils n'en voulaient déjà plus au premier tour. Alors, voilà comment on est. Maintenant, la stratégie que nous avons développée, on va continuer à la développer. Ça soulève un débat, parce que des copains disent « Ah oui, mais Bompard nous a expliqué sur tous les tons qu'on se battait pour conquérir le 4e bloc. » Vous savez, on se réfère à l'analyse de Palombo-Rini. Palombarini, excusez-moi. Désolé, son prénom. Hein? Stéphano. La honte. Je viens de lui échanger des SMS avec lui. Et il a écrit un article intéressant. Il dit c'est un échec, l'abstention a augmenté. Ben, je lui dis écoute, je te comprends pas. Qu'est-ce que tu dis là? Non, l'abstention a augmenté, bien sûr. Mais nous, on a repris du monde aux abstentionnistes. Et on est capable de le démontrer. À Lille, le pays a perdu 6,5 points d'abstention supplémentaire depuis 2014. Nous, on en a récupéré 4,5 points. À Toulouse, on a fait plusieurs milliers d'inscriptions sur les listes électorales. Donc, c'est pas vrai. Il faut regarder de quoi on parle. Je veux dire, c'est pas vrai. Stéphano ne s'en vexera pas. Mais là où nous avançons, premièrement, nous avançons sur les abstentionnistes. Puis moi, après tout, j'ai jamais dit que tous les abstentionnistes étaient LFI. Dis donc, si c'est ça, on fait tout porte-à-porte et bon, bref, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Mais je veux dire, on va vérifier. Non, c'est pas vrai. Il y a des abstentionnistes, peut-être aussi LFI. C'est-à-dire de gens qui se disent, de toute façon, on vote à chaque fois qu'ils nous y appellent, mais on gagne, même quand on gagne, ils ne reconnaissent pas le résultat du vote. Figurez-vous que ça n'aide pas à faire voter les gens, hein, de nier le résultat des élections. Donc, je dis ça pour faire référence à la suggestion que vous me faisiez. Est-ce que vous allez faire la même chose aux élections présidentielles? Oui. Alors après, question, comment comptez-vous faire pour gagner dans la classe moyenne où les socialistes pensent être influents? Ce qui n'est pas vrai, mais ils ne sont pas aussi influents qu'ils le croient. Ben, là, la classe moyenne et une moyenne sachante, nous regardons qui est là. Et que font-ils? Souvent, vous avez des gens... Nous, on part toujours des conditions matérielles d'existence des gens. Mettons qu'ils aient une paye qui fasse qu'ils sentent moins la pression sociale sur eux. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment du sens dans leur existence, le plus souvent? Leur famille. Ça compte. Qu'est-ce qu'on répond? Et quand vous parlez famille, il ne faut pas tourner autour du pot. Il ne faut pas raconter d'histoire. Qu'est-ce que vous faites de la condition sociale des femmes? Si vous ne répondez pas à cette question, vous répondez à aucune question concernant la famille. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut collectiviser le travail gratuit exécuté hier par les femmes? Vous collectivisez, tout le monde en est libre, donc la vie change. À commencer par l'accueil de ceux qui vont le plus mal, soit parce qu'ils sont tout petits, soit parce qu'ils sont très âgés. Voilà. Donc, la question famille se concentre sur la question femme. On essaye d'y répondre. Je crois qu'on le fait avec assez de constance pour que ça vaille la peine. Attention, je ne suis pas en train de dire que la vocation des femmes est la famille. Je dis que dans toute famille, il y a au moins une femme, souvent. Ou bien il y a 2 parents. Mais la question posée, c'est qui fait le travail gratuit? Parce que le capitalisme repose sur le travail gratuit des ouvriers et sur le travail gratuit des femmes à la maison. Lisez Nancy Fraser et vous aurez la démonstration complète de ce qu'est le travail reproductif dans la sphère capitaliste. Donc je finis sur cette histoire. Deuxième, c'est les métiers passion. Les métiers passion, ils existent dans les métiers mal payés. Je pense à tout le travail social ou tout le travail du soin à la personne. Vous aurez noté que ce n'est pas absent de ce qu'on raconte. Mais cela, la condition sociale monétaire, ils la connaissent de près. Et puis, il y a tous ceux qui sont dans le travail passion, bien payé. C'est tous ceux qui sont dans la technique de très haut niveau. Espace,
la mer, les sciences, la recherche. C'est les domaines dans lesquels est présente la France insoumise. Virgule, toute seule, point. Aucun autre parti de gauche n'a un mot à dire sur l'espace. Alors que le 21e siècle est en train de se jouer là. Pas un mot. La mer, nous sommes le 2e espace maritime du monde. Ont-ils quelque chose à dire? Non, rien. Pas un mot. Tout ce qu'ils ont à dire, c'est la faute à Mélenchon. Voilà, leur programme résumé. Donc, on se sent un peu tranquille dans ces domaines. Et notre campagne présidentielle ressemblera à ça. Elle aura une différence avec celle du passé, c'est que ce sera, par bonheur, une campagne très collective. Parce que maintenant, de nombreux visages sont connus de la France insoumise et tout le monde sera appelé à participer de manière très dense à la campagne, quel que soit son poste de combat. Voilà ce que je peux vous dire sur la présidentielle. Quant à la candidature qu'on aura à présenter, on en discute. Comment on va s'y prendre, quelles sont nos normes pour évaluer ça. Alors vous m'avez tous installé, quoi que j'ai dit, candidat. Donc bon, on va voir si votre proposition nous intéresse ou si on en a une autre. Mais pour nous, la clé, c'est la liberté. On décide par nous-mêmes. Une autre question? Ben, mon vieux, souriez à ceux qui ont le micro, si vous voulez l'avoir. Ah, vous me souriez à moi, c'est pas moi qui l'ai. Bonjour, monsieur Mélenchon. On m'entend bien? Ouais, c'est bon, tout va bien. Alors, moi, c'est Dofla, streamer sur Twitch. Alors, la ville de mon enfance, Sarcelles, a un maire soutenu par LFI. Qui ça? Sarcelles, la ville de Sarcelles, 95. D'accord. Ma ville de résidence, Saint-Denis, a un maire LFI. Et juste pour l'anecdote, le maire de Nîmes, qui est communiste, était mon ancien prof d'histoire. Ah ça, j'ai un palmarès, ça va. Ah ben si vous la résistez, c'est bien. J'ai la preuve. J'ai une question à vous poser, une question que les médias mainstream ne vont jamais poser, j'en suis sûr. Vous dirigez maintenant des villes comme Saint-Denis, La Courneuve aussi, j'ai vu les villes les plus pauvres de France, on va dire. Et ma question est simple. Acceptez-vous qu'on vous juge dans 6 ans? Genre, comment sera Saint-Denis, par exemple, dans 6 ans? Je vous réponds tout de suite. Ouais, je veux bien. Sarcelles, c'est une liste dans le... Oui, mais c'est de Sarcelles dont vous m'avez parlé, je ne me trompe pas? Ouais, Sarcelles, Saint-Denis, La Courneuve... Non, mais avant. Avant, oui, Sarcelles, oui, c'est ça. Ouais. Mais ce n'est pas une liste insoumise. Non, c'est une liste soutenue. Soutenue par LFI et LLV. Oui, ça, c'est l'alliance du futur. Je pense qu'ils acceptent un jour de réfléchir autrement qu'avec Madame Tondelier. Mais... Alors, Saint-Denis, évidemment que dans 6 ans, on sera jugé. Mais moi, je ne peux pas répondre. Et je ne veux pas répondre pour Saint-Denis. Parce que les responsables de Saint-Denis, c'est les élus de Saint-Denis, c'est pas moi. Et je ne dis pas ça seulement pour me mettre à l'abri, hein, puisque de toute façon, dans 6 ans, on verra bien où j'en serai. Mais en toute hypothèse, dans 6 ans, tous les insoumis seront interpellés sur le résultat de Saint-Denis. Et vous allez voir que dans un pays où on est capable de demander à un maire s'il a dit que la ville était noire, quand on a atteint ce niveau de racisme institutionnel, de bonne compagnie, par des gens qui en plus, affichent une certaine noblesse, hein. Quand on en est là, ça veut dire que pendant 6 ans, ils vont tous les jours venir regarder s'il n'y a pas un problème dans la tête de nos camarades. Saint-Denis va être le rendez-vous de tous les guet-apens, de tous les traquenards, de toutes les extrêmes droites, de tout le pays, de tous les provocateurs. Je n'en doute pas un seul instant, compte tenu de ce que j'ai pu voir. Et alors, je ne veux pas non plus charger BFM, parce que, il faut dire qu'ils ont bien beurré la biscotte. Hein. Mais il y a aussi France Inter, quoi, qui m'attribue des propos, des intentions, parce que c'est même pas des propos sur les Blancs. Alors, ça leur a même échappé que moi-même, je ne suis pas très bonzé, si on veut bien regarder les choses. Comment aurais-je pu tenir des propos contre moi? Qui sait, peut-être un excès de masochisme ce matin-là. C'est pas sérieux. Alors, non, je ne vous réponds pas, je ne sais pas ce que sera la ville, je sais ce que veulent en faire ceux qui la dirigent. Je sais que nous savons tous maintenant, on emmène ça dans notre ADN, il n'y a pas de révolution citoyenne sans citoyens. Autrement dit, si la population de Saint-Denis est appelée à s'impliquer, il est vraisemblable que les changements seront plus grands que si elles ne s'appliquent pas.
Mais c'est vrai, vous pointez quelque chose qui est juste. Il y a un peu une angoisse, vous savez, de la victoire. On a gagné. Bon, tout à l'heure, j'ai cassé la croûte avec mon petit camarade, le maire de Roubaix, David Guiraud. Mais moquez-vous de moi. Vous verrez, ça sera votre tour un jour ou l'autre. Tout le monde passe par la cage, je ne me rappelle plus des noms propres. Tout le monde, sans exception. Alors, donc, Guiraud, et puis Sherazade. Sherazade devient député, Guiraud va devenir le maire, et on a, comme on est un peu un télo, tout ça, on s'est posé la question de l'identité, puisqu'on leur avait posé. Bon, d'abord, les gens étaient super fiers qu'on parle de leur ville pour une fois, pas pour en dire du mal. Non, mais ça les change tellement. Ensuite, David m'a expliqué ce que c'était la construction d'une identité, vue de l'intérieur et vue de l'extérieur, comme moi je peux poser le problème. Je pose le problème de l'identité comme le ralliement à un signal. Hein. Et lui dit, il faut le voir de l'intérieur comme une superposition de couches. Vous suivez? Alors il dit, d'abord, à Roubaix, on est 1, pauvre, 2, ouvrier ou promis à l'être, ou ouvrière, et ensuite, on est pauvre, ouvrier, ouvrière, de Roubaix. Et comme on est tout ça, alors on est français. Bon, j'ai entendu le raisonnement, et il me dit, le problème de l'identité se pose à partir des conditions matérielles d'existence. Alors, en y réfléchissant 2 secondes, ça m'a réjoui, parce que c'est exactement le propos de Jean Jaurès en Argentine, qui dit aux gens, ne vous regroupez pas par nationalité. Vous savez, à l'époque, l'Argentine se constituait. Il y avait beaucoup d'Italiens, des Espagnols, il y avait même des Allemands, les malheureux argentins. Et bon, et puis, il leur dit, vous ne regroupez pas par nation et par langue, regroupez-vous par vos intérêts communs, vos revendications. Et alors, dit-il, la nation surgira des intérêts communs qui sont là. Moi, j'avais adoré cette phrase et ce raisonnement, parce que je fais partie de ceux qui ont retrouvé le discours, et j'ai trouvé ça génial. Et il m'a raconté la même chose pour Roubaix. Mais auparavant, vous m'avez peut-être écouté à Lille, j'en ai profité pour en mettre un bon coup dans les gencives des soi-disant Français de toujours, là. J'ai raconté que la plus grande grève ouvrière qu'il y a eu pendant l'occupation, les uns faisaient du marché noir, hein, et les autres résistaient, et parmi les résistants, il y a eu la plus grande grève de production de charbon en 1941. Et c'est fait que par des ouvriers qui sortent de la mine, et les ouvriers qui sont dans la mine, c'est plus de 100 nationalités différentes qui se trouvaient là. Donc j'avais pris cet exemple pour montrer qu'au fond, le sentiment d'appartenance à la liberté et le goût de la liberté, il naît dans les conditions de la lutte et de l'existence. J'espère que tout ça ne paraît pas trop planant, mais dans les situations confuses, seule la théorie permet de démêler les faits emmêlés. Ça va, j'ai déjà répondu à 5 personnes, c'est bon. Ce monsieur-là a l'air désespéré, hein. On est au bord de la crise de nerfs. Non mais Adélaïde, je ne me mêle pas de ton boulot. Je dis juste que... C'est bon? Bonjour. Pardon? Bonjour, moi c'est Tata Drapi, créatrice de contenu. Je pense qu'on est tous au courant qu'il y a une nette augmentation des actes islamophobes. Il y a un cimetière musulman qui a été saccagé il y a encore quelques jours. Je pense aussi que tout le monde est au courant qu'il y a une grosse restriction des libertés envers les femmes musulmanes suite à la loi de 2004, sous couvert de bien-pensance de laïcité, comme la réforme de l'abaya, le port du voile dans les compétitions sportives. Ma question est la suivante. Comment vous positionnez-vous par rapport à la loi de 2004 et comment comptez-vous agir contre les crimes de haine liés aux religions des citoyens? Oui, alors, il y a la deuxième partie de la question est simple. Le mouvement insoumis a analysé l'islamophobie comme une idéologie des dominants pour dominer, c'est-à-dire diviser le peuple par la religion. Alors, c'est une tactique qui n'est pas nouvelle. Autrefois, ce furent les Juifs, puis ce furent... d'abord, au point de départ, c'était déjà les Juifs. Ensuite, ça a été les protestants et les Juifs. Et maintenant, ce sont les musulmans. En tenant compte du fait que l'islam en France s'est développé beaucoup à partir de l'immigration, c'est-à-dire d'une classe ouvrière, fabriquée de toutes pièces par des gens qui offraient une perspective à des braves gens qui se sont dévoués, qui se sont usés à la tâche pour le bonheur de leur famille et souvent de leur patrie naissante,
car les payes retournaient souvent au bled et faisaient d'ailleurs la seule aide vraiment non corrompue qu'on pouvait apporter là. Alors, l'islamophobie est une tactique des dominants. Il n'y a aucune raison, sui generis, de soupçonner l'islam d'avoir des vues en politique qui seraient différentes du suprémacisme juif ou catholique quand il existe, ou ce qu'on voudra dans n'importe quelle autre religion. Alors, bon, les croyants musulmans sont musulmans, et c'est bien leur affaire, du moment qu'ils respectent la loi, tout va bien. Et c'est vrai pour tous les autres, hein. Alors après, vous m'avez posé une question qui est plus piégeuse pour moi, c'est la loi de 2004. Il s'agit du foulard à l'école. Donc ma position n'a pas changé. Je persiste à dire qu'on ne doit pas afficher de signaux religieux dans l'école. Ni les profs, je dis bien les profs, les parents d'élèves qui viennent à la rescousse, il ne faut quand même pas exagérer. Bon, c'est bien sympa déjà qu'ils viennent, hein. Alors, dans l'école, non. Aucun signe religieux. Donc, pas de kippa, pas de foulard, pas de croix visible, etc. C'est le point de vue traditionnel de l'école laïque. Je ne vous dis pas que c'était une décision qui était facile à trancher, parce que souvent, vous savez, quand vos évidences sont bousculées, ça discute. Et vous vous interrogez sur le bien fondé de telle ou telle chose. À l'époque où la décision fut prise, je militais au Parti socialiste avec les membres de SOS Racisme, qui commencèrent d'abord par protester contre le fait qu'à Creil, on ait voulu enlever les foulards de ces deux jeunes femmes, qui étaient d'autant plus jeunes filles, ou je ne sais pas comment on doit dire, d'autant plus acharnées qu'elles étaient des convertis. Il apparaît que souvent, les convertis sont plus intransigeants avec une application de la religion que les autres. J'en profite pour dire que la question du voile est jugée par les musulmans d'une manière différente, parce que ça discute beaucoup dans l'islam, contrairement à d'autres religions où il n'y a rien à discuter, c'est comme ça et pas autrement. Et donc, ça avait discuté. Et à ce moment-là, SOS était pour qu'on puisse garder le voile. Alors, pendant 15 jours, me voilà parti à essayer de justifier ce qu'on venait de décider. J'étais assez mal à l'aise. Tout le monde me regardait parce que je n'y croyais pas. Et puis SOS a changé de ligne. Mon sort s'est amélioré. Mais je me suis bien rendu compte que ça n'a pas amélioré la question. Bon, parce qu'elle continue à être posée, la loi de 2004, et que des gens vivent cette loi comme quelque chose de contraire à leur liberté religieuse. Bon, je le comprends, mais je m'en tiens à la version école laïque, pas de signe religieux. Et je m'empresse de dire à mes camarades et à mes compatres qui ne sont pas d'accord avec moi sur le sujet, vous ne savez pas de quels abus les dominants sont capables, on dirait. Moi, je prône une forme de neutralité qui n'est pas d'affichage religieux. Après, le reste devient grotesque. Que des étudiantes n'aient pas le droit de se voiler en allant à l'université, c'est une incompréhension absolue de ce qu'est la laïcité. La laïcité n'est pas l'athéisme d'État. C'est pas ça. Donc, l'espace public n'est pas laïque. L'espace public, il est public. Je veux dire, vous vous habillez comme vous voulez. Parce que imaginons-nous le ridicule d'aller faire une police du vêtement. Et pourquoi pas demain une police de la couleur des cheveux. Et que sais-je encore, ça n'a pas de sens. Donc moi je m'oppose absolument à tout débordement d'interdiction sur la rue, le droit des femmes à s'habiller comme elles veulent. Bon, le ridicule absolu, à mon avis, était atteint avec l'abaya. Parce que alors là, ça devenait carrément une histoire de fou. Il fallait aller mesurer l'allure qu'avait une tenue. Bon, tout ça ne tenait pas debout. Donc, chaque fois qu'on va parler de mineurs et de l'école, alors on a arrêté ça, je ne sais pas si c'est au collège ou au lycée, la loi de 2004, ça inclut le lycée, hein. Bon, voilà, tâchons de faire comme ça. Moi, en tout cas, j'en reste convaincu. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité dans les rangs de mes amis, mais j'en reste convaincu. Et c'est... Peut-être que j'extrapole sur la manière avec laquelle j'ai vu férocement les exigences de religion s'exercer dans des religions que je connais de plus près, par exemple celle de ma famille, hein, puisque je viens de milieu catholique. Et j'ai toujours redouté que la liberté d'une jeune tête soit encombrée de ces injonctions. Voilà, j'ai peut-être tort, mais bon, je m'en tiens à la loi, puis si un jour vous voulez changer la loi et que vous trouvez une majorité pour le faire, je ferai comme tout le monde, j'obéirai. Mais ça ne veut pas dire que je serai d'accord.
Bon, alors, il faut faire parler des hommes aussi un peu, parce que ça va mal tourner, tu vas voir, Adélaïde. Hein. Tu te débrouilles avec eux. Hein. Non, mais vas-y, allez-y. Bonjour, Lisa Lapp. Ne méprise pas M. Faubert parce qu'il est arrivé après l'heure et qu'il s'est assis à côté, mais bon. Ouais. Vas-y, pardon, madame. Pas de problème. Bonjour, je suis Lisa Lapp, journaliste pour Le Média. Depuis plusieurs années, on entend notamment de la part de vos rangs plus jamais PS. Puis on revoit des alliances. Hein. Il y a eu la NUPES, puis la guerre, le NFP, puis la guerre, le premier tour des municipales divisé, puis le second, il y a eu quelques unions. Alors concrètement et rapidement, c'est quoi l'état des alliances aujourd'hui? Et est-ce que les partis de gauche n'offrent pas un spectacle un peu désolant là pour ces électeurs? Ça serait difficile que je vous dise que c'est réjouissant, quoi, donc je vais essayer autre chose. Non, ça ne l'est pas. C'est désastreux. Mais quoi? On fait avec. Alors l'État, nous on raisonne, comment dire, avec des vues un peu plus larges que juste la boutique. Je le dis parce que je considère Madame Tondelier et Monsieur Faure comme des boutiquiers. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune vue d'ensemble sur la société. D'ailleurs, ils n'en expriment jamais. Ils pensent à un truc, leur parti. Et pour eux, ça se résume à qu'est-ce que je gagne? Est-ce que je suis bien vu? Est-ce que j'ai la bonne réputation? Les trompettes de la renommée sont avec moi ou pas? Et le résultat est déplorable. Nous, quand on a eu les négociations, fort heureusement, mes camarades m'ont épargné cette corvée. Je suppose qu'ils pensaient que je ne le supporterais pas et que je ferais qu'aggraver tout ce qui se passait là-dedans. Et eux ont passé des heures à discuter avec des gens et en ressortant, ils étaient consternés. Parce qu'ils n'avaient aucune idée sur rien à propos du programme. Mais rien, quand je vous dis rien, c'est rien. Alors là où nous, on disait, par exemple, on prend tout au-delà de 12 millions dans l'héritage. Pendant 3 jours, ils nous ont fait une guerre en disant que c'était du collectivisme échevelé, du bolchevisme. Et le 3e jour, comme il était 3 heures du matin et qu'ils étaient fatigués, ils ont dit, on s'en fout, faites ce que vous voulez. Moi, j'aurais 12 millions ou 10 millions, je me méfierais de gens qui m'envoient balader parce qu'ils sont crevés à 3 heures du matin. Donc, ils ne portent aucune idée. Des fois, ils en ont des bonnes. Je vous jure. J'ai trouvé dans leurs textes, parce que moi, je les lis, leurs textes, eux, ils ne les lisent pas, ils votent d'après le chef. Il y avait une idée qui nous a bien plu. Mais en tout cas, moi, elle m'a bien plu et je vous la proposerai. C'est l'idée qu'il fallait démarchandiser la France et l'économie. J'ai aimé ce mot. Le coup d'avant, c'était Montebourg qui voulait démondialiser la mondialisation. Mais comme on ne voyait pas très bien à quoi ça aboutissait, on a laissé tomber. On n'a pas cultivé. On est tombé sur des choses plus classiques, le protectionnisme solidaire, qui depuis a eu de belles heures. Puisque maintenant, tout le monde est protectionniste avec un adjectif. Mais, excusez-moi, la démarchandisation, j'aime bien. Parce que, d'abord, parce que c'est eux qui l'ont trouvé, on pourrait leur dire, écoutez, puisque c'est vous qui l'avez trouvé, regardez, on l'a marqué, vous devriez être content. Mais c'est surtout parce que j'attends de leur part la démonstration de comment on fait une économie de marché sans marchandises. Et comme ils l'ont écrit, je pense qu'ils y ont réfléchi et qu'ils ont une réponse. Mais démarchandiser pourrait vouloir dire étendre le champ du service public, par exemple. Moi, je le comprends comme ça. Mais je pense que s'ils aiment mieux le mot démarchandiser que étendre le service public, je pense que il n'y a pas ici... Qui est-ce qui est dans les équipes programme ici, de vous, là? Il n'y a pas? Bon, ben elle est où alors, Clémence? Bon, peut-être que nos copains vont accepter le mot. Bon, bref, pour résumer, madame, la difficulté est extrême. Avec des gens qui n'ont pas d'idées, qui, quand ils en ont, les abandonnent plus vite que le reste, et qui sont partis de l'idée qu'ils gagneraient le leadership du centre en maudissant les insoumis plus fort que les autres. Sans se rendre compte qu'en faisant ça, ils se coupent d'alliés et d'électeurs. Car supposons qu'ils arrivent à faire voter tout le centre au même endroit, ce qui ne se peut pas, ce n'est pas possible, parce que ce qu'ils acceptent le centre, vous tout à l'heure vous avez mis dans le centre M. Darmanin, ça vous fait des centristes un peu droitiers, et même beaucoup. Et c'est vrai qu'ils le sont. C'est pas pour rien que quelqu'un avait produit le concept d'extrême centre, si vous vous souvenez. Bon, l'extrême centre, les autres ont appelé ça l'illibéralisme, pour dire que le libéral c'est bien, mais illibéral c'est pas bien. Non, le libéralisme c'est pas bien, ça conduit à ça. Ça conduit à l'extrême centre et à la division. Donc voilà. C'est pas nouveau, vous savez. La stratégie
constante depuis le premier jour où la gauche est née. Le roi se lève, à gauche ceux qui sont contre le droit de veto du roi, à droite ceux qui sont pour. L'heure après, la reine était en train d'acheter des députés qui étaient du côté de la gauche du roi pour essayer de les faire voter à droite. Donc ça a toujours été la technique de l'ennemi. Toujours. Nous diviser. Le plus gros effort consiste à rassembler. Des fois, ça pose des problèmes, mais quasi insurmontables. Par exemple, la gauche pour s'allier avec le Parti radical. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais le Parti radical a été le grand parti de la Troisième République jusqu'à la guerre de 1940. D'accord ? Le Parti radical, oui, ça existe toujours. Il y a 2 ou 3 types qui ont gardé la caisse, mais bon, il y a à boire et à manger là-dedans. Hein. À l'époque, aujourd'hui, il n'y a plus rien, ni à boire ni à manger dans ce parti. Il est de droite, il a le droit. Hein. Et puis voilà. Mais pour se rassembler avec eux, on suait sang et eau. Parce que la gauche, à l'époque, était marxiste. Le Parti socialiste était marxiste. Léon Blum disait qu'il était pour la dictature du prolétariat. J'ai entendu que ce sujet revenait à la télé et quelqu'un a dit « Ah ben non, c'était quand il était jeune ». Non, non, non. Quand il était jeune, il n'était pas chef du Parti socialiste. Il a attendu 50 ans pour le devenir. Non, il a toujours été pour ça. Il le dit. Et puis les communistes qui étaient communistes et donc par définition... Bon. Vous vous imaginez rassembler des gens comme ça avec le Parti radical. C'est comme si on disait aujourd'hui, bah ça par exemple, que des insoumis feraient un parti commun ou une alliance avec M. Darmanin. Mais même en rêve, ça ne sera pas un truc pareil. D'accord ? C'était ça. Et ils l'ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement ? Pap ! Le couvercle a sauté, boum ! Le programme qu'ils avaient laborieusement mis au point pour les élections de 1936, tout est parti dans le décor et on a gagné en une semaine plus qu'en 100 ans de lutte sociale. Voilà pourquoi nous sommes des partisans acharnés de la lutte démocratique et des majorités pour les camarades ou les amis qui m'écoutent à cet instant et qui me feraient, pour recommencer le sempiternel procès de l'institutionnalisation de la lutte révolutionnaire. Voilà, donc ça va mal, je ne peux pas vous dire le contraire, et nous sommes à la recherche d'une réponse. Nous en avons proposé une, on va faire la tournée des popotes pour voir. Bompard, dans je ne sais plus quelle émission, a parlé d'une offre fédérative. C'est tout ce qu'on avait trouvé dans la réunion où on en est convenu. On ne peut pas dire que c'était d'une folle élégance et que ça vous donne envie de mourir pour une offre fédérative. Alors, bon, en Uruguay, ça s'appelle Frente Amplio, ça veut dire front ample, ça ne vaut pas plus cher. Hein. Ailleurs, ça a été, bon, on a cherché un mot. Eh bien, on n'a pas trouvé, je ne me rappelle plus le dernier, ce que c'était. Ah oui, c'était front antifasciste. Bon, pourquoi pas. C'est un dénominateur commun. Mais on a besoin d'une formule qui permette à chacun de s'y retrouver. Alors, on pourrait trouver un nom de fleur ou un truc comme ça, mais avec une clause bien précise dans la charte, plus précise qu'on ne l'a fait la dernière fois. Le premier qui sort du programme passe à la porte, direct. Et on nomme 3 personnes pour surveiller. Voilà. Parce que c'est plus possible de faire des alliances avec des gens qui mentent, comme on disait autrefois, comme un arracheur de dents, quoi. Il vous signe un truc, il est à peine élu, il dit le contraire. Ou il vous met en cause. Parce qu'on a passé des épisodes grandioses, hein. On gagne les élections, on se réunit. La première parole que dit M. Faure, pas Mélenchon, Premier ministre, je suis bon prince. Pourquoi ? Pourquoi pas moi ? Je suis le plus bête de la bande, le moins préparé. Eh bien, au lieu d'en discuter, on a dit OK. Vous voulez pas ? Très bien. On vous en propose 4 autres. Ah, qu'est-ce que je vois ? C'est pas Mélenchon le problème. C'est tous les insoumis qui sont un problème à leurs yeux. Donc, ils n'en ont même pas parlé des autres noms qu'on leur a proposés. Donc, vous voyez que si on passe un accord, et là, alors, je profite de votre question pour relancer notre appel à une offre fédérative dont il faudra trouver un nom attrayant. Et nous disons à ceux qui le veulent que nous sommes ouverts à un accord qui portera sur la présidentielle et évidemment la législative. Et auparavant, la sénatoriale qui s'annonce, puisque comme nous allons avoir 1 millier d'élus, que nous sommes dorénavant présents dans 360 conseils municipaux, c'est quand même pas tant que ça, en tout cas repérés, hein, il y en aura d'autres. Bon, pour les prochaines élections sénatoriales, ou bien il y a un accord pour toute la France, ou il n'y aura pas d'accord. La dernière fois, ils se sont crus plus intelligents que tout le monde en voulant faire du chantage. Résultat, ils ont perdu 10 sièges, parce qu'ils n'ont pas voulu faire des listes avec nous. Nous sommes à leur disposition pour leur en faire perdre 50 dans les mêmes conditions. Mais s'il y a un accord, ça sera pour toute la France. Pas juste les endroits où ça les arrange et où il faut empêcher des gens de se noyer. Toute la France ou rien. Et on commence comme ça. On commence par les sénatoriales, on continue avec la présidentielle et de grâce.
un seul candidat à l'élection présidentielle, un insoumis, évidemment. Une candidature insoumise, puisque nous avons déjà gagné 2 fois la primaire qu'est le premier tour, et que, d'une manière générale, nous n'avons démérité à aucune élection. Il y en avait une où ils sont passés devant, c'est avec M. Glucksmann, aux élections européennes. M. Glucksmann les a envoyés tous bouler. Donc vous prenez le bloc qu'il y a là, ils avaient déjà perdu 400 000 voix par rapport aux mêmes composantes le coup d'avant. Et maintenant, voilà qu'il y en a un morceau qui est parti, qui a dit que jamais il s'allierait avec nous. D'ailleurs, il en a fait la preuve, il a réussi à perdre Saint-Brieuc comme ça. Donc c'est une méthode qui a son efficacité. Ça ne nous concerne plus. Hein, ce n'est plus notre affaire. Mais en tout cas, celui-là est parti. Alors vous coupez la liste qui était à presque 14% quand même. Hein. Vous la coupez en combien? Mettez que vous la coupiez en 2. Ça fait 2 fois 7. Bon, ça fait moins que nous aux européennes. Mettons que vous la coupiez en quoi? Alors, plus d'un côté que de l'autre. Je vous laisse apprécier. Nous sommes les premiers à gauche. Point. Et par conséquent, la candidature à l'élection présidentielle sera insoumise. À partir de cette équation générale, la discussion est ouverte. Mais pas d'accord aux législatives s'il n'y a pas d'accord à l'élection présidentielle. La comédie est terminée. Nous, nous voulons gouverner. Je termine en vous disant sur ce point que nous nous sentons la capacité de gagner. Ceux qui ont organisé leur fonds de commerce sur la propagation du désespoir, des vaincus d'avance et des pleurnicheries de toutes sortes, hein, n'auraient jamais commencé le mouvement insoumis à l'heure où tout était perdu, vu les désastres qu'avaient créés les socialistes. Et on l'a fait. Par conséquent, nous pensons que notre pays, comme il est, ayant à choisir au 2e tour entre le Rassemblement national et une candidature insoumise, ce pays est assez antiraciste, assez républicain, pour ne pas voter Front National, Rassemblement National. Voilà. C'est notre pari dans l'histoire. Par conséquent, nous pensons que nous allons gagner. En tout cas, qu'on peut. On peut. Si vous êtes 2, il y en a un qui gagne, d'accord? Enfin, pourquoi ça... À l'avance, on dirait que c'est l'un plutôt que l'autre. Bien, on peut. Mais alors, ça ne va pas être pour commencer le congrès de l'UNEF en permanence, hein. Ça ne va pas être tous les 3 jours en train de discuter avec Mme Tondelier de la dernière mouche qu'il a piquée ou la dernière lubie de M. Faure qui s'est disputé avec la TO 2022, là, ou je ne sais pas quoi. C'est absolument impossible de diriger un grand pays qui sera sous une telle pression avec une pareille clochardisation de la politique. Donc il nous faut des alliés sûrs, solides, stables. Nous sommes ouverts. On peut parler de tout, du programme. On peut en parler. Ah ben, il y a déjà quelque chose qu'on a voté ensemble. Bref, nous sommes prêts à parler de tout. Mais il ne peut pas y avoir, pour commencer, une exclusive. D'accord? On ne peut pas commencer avec ça. Et deuxièmement, il ne peut pas y avoir autre chose qu'un accord en bonne et due forme, respecté par tout le monde. Je ne sais pas qui aura à gouverner parmi nous ce pays, mais je peux vous dire que c'est absolument impossible dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Alors que vont faire les gens? Ils sont comme nous, ils réfléchissent. Mais on compte bien qu'ils réfléchissent. Ils vont se dire, voyons voir, si on vote insoumis, 1, on a une chance d'être là au 2e tour, on ne sera pas de la revue comme d'habitude. Et 2, on a une chance d'avoir un bon gouvernement, puisqu'ils s'entendent bien entre eux et que ce n'est pas la pagaille continuelle. Je pense qu'il y a un nouveau cercle de la raison, de gauche. Eh bien, c'est le cercle qui se construit autour des insoumis. Là, j'étais un peu long parce qu'il y avait du... C'est pour vos collègues conventionnels, là. Il y avait la question, là, il y en a eu 2 ou 3, c'était... Ça les aide. Bonjour, madame. Ivana, pour le média Histoire Crépue. On est un média qui traite d'histoire coloniale et d'antiracisme. On l'a encore vu avec les dernières élections. La France insoumise compte de nombreuses personnes racisées dans ses rangs, qui ont d'ailleurs fait l'objet de vives attaques racistes ces derniers jours. Dans nos médias, on évoque souvent des thématiques spécifiques, comme l'antiracisme dans notre cas, qui est une thématique peu, voire pas du tout traitée dans les médias mainstream. Et je voulais vous poser ce soir, est-ce que vous avez l'intention de vous déplacer dans nos espaces, dans nos médias, dans les prochains mois, et notamment en vue des présidentielles, pour traiter longuement de vos intentions sur la question de l'antiracisme ? C'est une question qu'on a beaucoup travaillée. Au point de départ,
dans le mouvement insoumis comme dans toutes les organisations, mais davantage dans la nôtre. Il y a eu des alertes lancées par des camarades disant « il y a là une question qu'on ne traite pas à gauche » ou on la traite d'une manière, merci beaucoup, purement utilitariste électoralement. C'est-à-dire on rapplique à la fin et on vient dire à tout le monde, il y a pire que nous, il y a les fascistes. D'accord ? Bon. Mais ça le fait plus. D'une part parce que les gens connaissent le procédé, au contraire des poissons qui en 1000 ans n'ont toujours pas compris en quoi consiste l'hameçon. Les êtres humains, eux, si, ils ont compris. Et ça marche plus. Et à juste titre, et tant mieux. Et deuxièmement, dans la discussion, on s'interdisait d'avoir une approche, qui partirait de la différence pour l'exalter, ou je ne sais pas comment vous dire ça simplement, pour faire fond dessus. Ça a été une grosse incandescence intellectuelle. Comment résoudre ça ? D'abord, on a résolu plusieurs questions en même temps, successivement. Un, prendre en charge le combat antiraciste sans barguigner, c'est-à-dire en l'assumant et en tapant, nous, dur contre ceux qui allaient dans le sang. Tout à l'heure, vous avez fait preuve de beaucoup de générosité en disant que les médias mainstream ne traitaient pas cette question. Mais si, ils la traitent d'une manière raciste, pour beaucoup d'entre eux. Il suffit d'avoir entendu cette matinale où la question a été posée de savoir si Saint-Denis était la ville des Noirs. Alors, la personne concernée a dit « mais j'avais pas compris ». Mais si, vous aviez parfaitement compris. Vous avez été chercher votre information dans les réseaux d'extrême droite X qui dominent. Et deuxièmement, à supposer qu'on vous fasse cette concession, qu'est-ce qui vous porte à penser que l'homme auquel vous vous adressez a à dire à propos de Saint-Denis que c'est une ville noire? Qu'est-ce qui vous conduit? Parce qu'il est lui-même noir. C'est donc si fondamental à vos yeux qu'une couleur de peau ferait une ligne politique. Voilà le racisme. C'est un racisme incarné. Les gens n'arrivent pas à penser en dehors des catégories du racisme. Donc les médias mainstream le traitent, le racisme, en le cultivant, et que je te mets des tribunes dans un sens et dans l'autre. Et pour finir, que se passe-t-il? Ceux qui mènent la lutte sont traités de racialistes. Je me suis demandé comment on avait pu en arriver à une conclusion pareille. Ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les idées circulent et comment elles deviennent, comment l'ennemi les exploite, mais comment elles peuvent devenir dominantes. Et quelqu'un qui bosse avec moi me l'a révélé sans s'en rendre compte, mais en s'en rendant compte une fois qu'il a vu ma tête. Il m'a dit, tu comprends, voilà comment ils font. Tous tes discours, ils les écoutent, d'un bout à l'autre. Ils découpent dedans et ils font une sélection de morceaux choisis. Et ils prennent toujours le morceau où je parle de l'antiracisme, de la lutte contre l'islamophobie, comme si c'était une sorte d'obsession que j'aurais, qui ferait qu'à tous mes discours, je parlerais que de ça. Si bien que c'est comme ça que s'est créée la légende d'après laquelle je serais racialiste, c'est-à-dire que je ferais de la question de la lutte de la racialisation un sujet permanent. C'est un sujet essentiel. Il l'est pour nous, puisque c'est un facteur de division du peuple. Nous sommes des peuplistes de gauche. Notre tâche consiste à unir le peuple. Bon, donc, le racisme est une arme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Mais il fallait aller plus loin que ça. On ne pouvait pas en rester à ça. Et on a discuté avec l'un, avec l'autre. Moi, j'ai pris beaucoup conseil de la butée dans laquelle j'étais. Nous sommes universalistes, mais qu'avons-nous à dire à propos des différences? L'universalisme, c'est une ligne d'horizon. Entre maintenant, où tu es dans la différence, où on t'inflige la différence, tu ne l'as pas choisi, c'est pas toi qui demande à être racisé. Racisé, le mot racisé veut dire que la race est dans l'œil de celui qui regarde, pas dans celui qui le supporte. Comment on faisait pour... T'es dans cette différence et t'as pas à en avoir honte. Et de l'autre côté, on va vers l'universel. C'est comme ça qu'au fil d'une discussion, il s'est trouvé que ça s'est concrétisé avec lui. C'est avec Younous Omarjee qu'on a mis au point la capture du mot créolisation dans le vocabulaire qui était celui du poète martiniquais. Et qu'on a commencé à regarder comment il disait ça, comment il l'expliquait, etc. C'est-à-dire que nous avons mis en avant le fait que la créolisation est un fait. Mettez les êtres humains que vous voulez, ils finiront par se créoliser. Ne serait-ce que pour pouvoir échanger entre eux, ils créeront une langue. C'est ce qui s'est passé aux Antilles.
Ce sont les esclaves venus de toutes sortes d'endroits qui créent une langue. Et pour finir, c'est la langue dominante, puisque c'est eux qui dominent en nombre. Et pour finir, même les maîtres devront apprendre. Le concept de créolisation est celui qui a fait le pont entre ce qu'on appellerait, avec des très grosses guillemets, le droit à la différence, pour ceux qui aiment cette différence, que nous combattions en disant, attention, le droit à la différence, c'est toujours la différence des droits à la fin. Mais supposons, vous êtes qui vous êtes, et ma foi, vous en êtes content. On ne va pas venir vous dire, ah ben non, il faut renoncer à ce que vous êtes. Et qu'est-ce que vous êtes? Une langue, des goûts culinaires, des goûts musicaux, bref, tout ça, vous connaissez ça aussi bien que moi. Le concept de créolisation m'a été jeté à la figure de toutes les manières, et comme j'ai affaire à des ennemis qui ne brillent pas toujours par leur élégance, on m'a dit que je voulais remplacer le français, et que je voulais donc, puisque je remplaçais le français, remplacer le peuple français aussi pendant que j'y étais. Et pas plus tard que cet été, j'ai répondu à une tribune de M. Guénaud, qui expliquait que qui est un type intelligent les trois quarts du temps, sauf quand il écrit sur moi. Bon, alors là, non, vraiment, c'est pas au point. J'ai répondu. Mais c'est pas la seule chose, je vais être aussi bref que je peux. C'est un concept central de la dynamique de la pensée. Tout le monde se créolisera. Personne ne peut lire un texte français du début du français. Personne ne peut lire couramment un texte, même du XVIIe siècle, qui ne soit pas écrit dans la langue des fondateurs de la règle du français. On a beaucoup de mal. Et ça se disputait à l'époque pour savoir quelles étaient les règles. Par conséquent, la créolisation, elle est langagière, musicale. Je m'aperçois que personne n'a l'air de discuter ça. Ouais, ben c'est normal qu'on créolise la musique. Ben alors pourquoi la musique, oui, et pas le reste? Tout le reste. Et puis, le deuxième concept qui est arrivé, qui lui est révolutionnaire, dans la nuit dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il porte la lumière, c'est de dire, d'une souffrance, nous faisons une fierté. Voilà. Nous sommes les derniers arrivés. Je prends cet exemple pour commencer. Les derniers arrivés dans quoi? C'est à ça qu'il va falloir répondre. Les derniers arrivés, nos parents, nos grands-parents étaient les derniers arrivés. C'est mon cas, c'est le cas d'un certain nombre de gens dans cette salle. Et on nous a montré du doigt. Il a fallu 1 million de fois qu'on fasse la preuve qu'on était légitime à être là. Il aurait fallu qu'on s'en excuse ou qu'on remercie d'abord. Ni on remerciera, ni on s'en excusera. On est là, on est bien, et on fait vivre cela. Ce pays est à nous, comme aux autres. Alors, ça, c'est l'idée révolutionnaire, parce que ça transforme une souffrance en une fierté. Nous avons appris ça, on n'a pas découvert, nous, dans notre bureau. On l'a appris des Gay Pride. Parce que la Gay Pride fait une fierté de ce qui a été une souffrance pendant on ne sait combien de temps. L'humiliation des homosexuels, alors que l'orientation sexuelle n'a jamais été un choix. Et on est reparti de cette idée en se disant, comment on peut la formuler? C'est le mot Nouvelle-France. Alors ça vaut pour les enfants d'immigrés, un Français sur 3, qui a un ancêtre étranger, mais pas que. Ça vaut pour les femmes, les dernières arrivées, dans le droit à avoir un compte en banque, le droit à maîtriser sa fécondité, le droit à avoir des postes de direction, le droit à faire des études. Car tout le monde oublie qu'en 1956, dans ce pays, il y avait 500 000 étudiants, non 200 000, on en a 3 millions aujourd'hui, qu'on avait à peine 20% de bacheliers. Donc, parmi les bacheliers, ultra-majorité d'hommes, et parmi les non-bacheliers, ultra-majorité de femmes. Dès lors, eux aussi, elles aussi, ce sont les dernières arrivées dans le droit au pouvoir, le droit à l'autonomie, le droit, etc. Et puis après, on peut continuer. Les jeunes présentent des revendications de statut social. Ils veulent être d'abord leur statut. Et cette société invente le SMIC jeune. T'es jeune, donc t'es payé moins. Pourquoi? Parce que t'es jeune, t'es moins compétent que les autres, faut le dire. Vous voyez, le concept de Nouvelle-France embrase tout ça. Et fait de la souffrance de ne pas être de la bonne société, de la bonne catégorie sociale, de ne pas avoir la famille qui a fait les grandes études, etc. La fierté de dire « je m'y mets ». Et vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà le concept de Nouvelle-France. Et pourquoi il est porté avec autant de fierté par tous les copains qui ont été souvent les plus exclus, qui sont les premiers à dire « oui, oui, c'est la Nouvelle-France ». Et plusieurs d'entre nous ont fait des démonstrations qui sont magiques mais humainement révélatrices. Vous voyez Antoine Léaumont faisant lever les mains dans une réunion en disant « ce pays est à nous, qui sait qu'il y a un grand-père immigré ». Et comme la première fois que j'ai vu faire ça, on était sur un parking à Évry. On n'avait pas trouvé autre chose que le parking. Nous voilà tous sur le parking, je ne sais pas combien on était, 300-400.
Alors ils se mangent tout le monde. Oui, bravo, ils se mettent à crier. Ils ont de l'humour. Hein. Les gens ils se mettent à crier, on est chez nous. Qui est un slogan, d'habitude, c'est pas chez nous. Hein. Alors tout le monde se met à crier, on est chez nous, rigolade. Et du coup, Antoine est pris d'une intuition merveilleuse. Et il dit, bon, ceux qui ont un grand-père étranger, lèvent la main. Ram, tout le monde lève la main, moi aussi. Je lève la main. Et on se regarde. Et vous savez, la première chose qu'on a fait, on a ri. De bonheur. Waouh, on est les plus nombreux. C'est nous qui faisons tout. Ce moment de bonheur, je ne sais pas l'exprimer. Je ne suis pas un poète. J'aimerais bien l'être, ou assez bon littéraire, pour exprimer ce moment de joie. De joie par la force. Voilà, madame, comment je vous répondrai sur le cadre conceptuel. Quand on est armé comme ça, on va partout. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on améliore encore. Il faut qu'on améliore avec des mesures plus pointues et qui ne soient pas que, des mesures de condamnation. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas qu'on donne le sentiment qu'on saurait surtout interdire. Mais le racisme doit être combattu comme un crime. Point, ça c'est sûr. Et par conséquent, il y a des choses qui ne peuvent pas être admises. Moi, je serai l'Arcom, je me relève la nuit pour aller dire à la personne qui a dit la ville des Noirs, où c'est que vous avez trouvé une idée pareille. Et l'autre qui dit au maire, vous êtes dans la main de qui? Pareil, c'est intolérable. Mais je ne veux pas réduire non plus le sujet à ça, parce qu'il est très ample. Il y a la ségrégation pour le logement, il y a la ségrégation pour l'emploi, il y a toutes les formes de discrimination qui sont en cause. Mais si vous m'invitez, je viendrai. Je ne vous dis pas que je ferai que des réponses intelligentes, parce que je ne sais pas tout. Et puis des fois, je suis comme tout le monde. On me dit un truc, je dis « Ah bon, vraiment ?» Et puis après, je me dis « Ah bah oui, c'est elle ou lui qui avait raison. » Et pas moi. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, comme à propos de la Corse, où j'ai quand même dit un maximum de bêtises, avant, pas cette fois-ci, hein, avant de dire des choses plus raffinées. Ben oui, je viens avec une autre époque. Quoi d'autre? Monsieur, ça y est, vous êtes sauvé. Ça y est, Mais mon vieux, emparez-vous du pouvoir, il comptait passer le micro à côté. Écoutez, j'ai essayé, j'ai fait des sourires comme vous m'avez dit. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Donc Thierry Coiffier, j'ai créé Nopopol, c'est un média politique indépendant, et comme son nom l'indique... Indépendant, vous êtes de droite, c'est ça? Non, je suis indépendant. J'ai reçu des gens de toutes obédiences, de la France Insoumise notamment, Julie Gardier, Carlos Martins Bilongo, Hugo Mazous. Nopopol, on n'aime pas trop la politique politicienne, les histoires d'appareils, le jeu des petites phrases, le commentaire. Donc j'avais deux questions à vous poser. La première, quelle impression vous donne cet entre-deux tours des municipales et puis j'allais dire l'environnement médiatique qui vous interroge finalement sur ce que vous pensez de la petite phrase de lui et ses histoires d'appareils. Puis ma deuxième question, elle était sur le fond, pour être fidèle à ma ligne éditoriale, c'était sur l'intelligence artificielle. Il y a eu une étude très intéressante sur la destruction d'emplois, 5 millions selon une étude de la COFAS. Il y a eu un article dans Le Monde, plusieurs articles. Quelles sont vos propositions là-dessus, sur cette espèce de job apocalypse, comme on l'appelle, qui est à venir, et quelles seraient, si vous étiez président, ou si la France Insoumise était présidente, quelles seraient vos solutions? Bon, d'abord, je vais vous faire une réponse en béton armé à propos des politiciens dont vous avez décrit en quoi ça consiste, c'est des petites phrases, puis vous répondez à la réaction à la petite phrase, etc. Et à la fin, vous sortez d'un plateau, vous demandez ce que vous êtes venu faire là, parce qu'avant, à la réunion que vous avez fait avant avec les camarades, on a mis au point telle ou telle proposition, la ligne stratégique, qu'est-ce qu'on va dire, et vous passez une demi-heure en garde à vue, à vous faire pilonner par un ignorant ou une ignorante. Et pourquoi en sont-ils là? Il faut donc s'interroger sur les conditions de la production de l'actualité. Moi, je soutiens qu'on ne peut pas faire de l'information en continu, sauf à y mettre des montagnes de pognon pour qu'il y ait des gens qui se relaient pour avoir le temps de lire des livres, de lire les articles des autres et de faire autre chose que de lire des résumés de fiches. Ils ne peuvent pas faire autre chose que des inepties. Parce qu'au bout d'1 heure, vous avez épuisé un sujet dans sa dimension globale et mieux vaut poser des questions sur les petites phrases. Donc, c'est les conditions de production de l'information qui sont à revoir. Comment s'y prendre? Je vous ai déjà dit la première fois que je vous ai vu que moi, j'espère la croissance de ce que vous représentez. Car les moyens que vous maniez permettent le pluralisme. C'est-à-dire que vous êtes différents, vous vous équipez un peu de matos. Ça coûte des ronds, mais il y a moyen de mutualiser peut-être. On pourrait le faire. Et vous pouvez intervenir comme acteur libre. Ça, c'est une des formes de réponse. Moi, ce que j'espère, c'est que la compétition de l'officialité médiatique avec ce qu'on va, je ne sais pas comment on dit maintenant,
je dirais moi, l'underground médiatique, mais qui n'est pas si under que ça, parce qu'il commence à être trapu, crée une compétition qui assainisse l'espace médiatique. C'est pas sûr. Mais voilà le fond. Il faudra libérer les médias, parce que c'est pas normal que d'un bout à l'autre de la chaîne, tout le monde dise la même chose sur les mêmes sujets et pose les mêmes questions. C'est donc qu'ils sont sous une emprise, et cette emprise, on la connaît, c'est l'argent. Et ceux qui achètent des médias perdent de l'argent dans les médias. S'ils y perdent de l'argent, c'est qu'ils y gagnent autre chose. Et c'est cette autre chose qu'il faut interroger. C'est évidemment du pouvoir, et du pouvoir d'influence pour protéger leurs avoirs. L'IA, ça nous embarquerait bien loin. Je vais bien aller chez vous pour en parler longuement, sans assommer tout le monde ici. Vous me permettez une mauvaise blague pour commencer. Il est tout à fait curieux qu'on discute d'intelligence artificielle quand on n'est pas capable de décrire ce qu'est l'intelligence. Bon, disons que l'intelligence artificielle automatise la pensée. Elle automatise des actes de pensée et elle les fait plus vite qu'un organe vivant. Elle est souvent spécialisée. Un organe vivant ne l'est pas, heureusement pour lui. Les programmes d'intelligence artificielle peuvent couvrir de vastes champs, mais ils ne les couvrent efficacement que s'ils ont une certaine spécialisation. Intelligence artificielle médicale, performante. Pourquoi ? Parce qu'elle fait vite beaucoup des innombrables opérations qu'un être humain doit faire avec un crayon le reste du temps. Donc, là-dessus arrivent tous les prophètes habituels pour dire « ça va être le désastre ». Parce que le désastre est excitant. La jubilation, moins. Réfléchissez-y. Essayez de mettre des adjectifs sur un moment de jouissance. Vous verrez que vous êtes vite limité. Si vous essayez de mettre des adjectifs sur un moment de souffrance, vous allez en trouver des pages entières. Eh bien, c'est pour l'information, c'est pareil. Pour gémir, pleurer, se lamenter. Et déjà, on part d'un truc qui est terrible. Ça va détruire des emplois. Ah bon, tout le monde veut bosser ? Vous imaginez une société où les machines feraient tout le boulot ? Qu'est-ce qui vous manquerait ? Vous ne sauriez pas quoi faire. Et c'est Keynes qui parlait de la neurasthénie qui atteindrait les gens quand tout serait automatisé. Il faut donc que la vie ait un autre sens que le travail, pour qu'elle ait du sens. Donc ce que vous avez surtout à craindre, c'est que vous ne sachiez plus quoi faire de votre vie. Il est donc temps de prendre vos précautions et d'y ajouter dès maintenant de la poésie, de la littérature et de la musique. Parce que si tout d'un coup vous n'avez plus que ça et que vous n'avez rien, il vous manquera quelque chose. Moitié blague, moitié sérieux, ce que je viens de dire là. L'autre, c'est bon, quoi. Alors la machine va nous remplacer. Catastrophe, nous serons tous au chômage. Jamais il y a eu autant de monde qui bossait aussi densément que dès lors qu'il y a eu la machine à vapeur. Jamais. On n'a jamais bossé aussi intensément. On avait dit la machine va nous remplacer. Oui, elle vous a remplacé pour faire 10 000 choses. Mais pour faire 10, non, vous les faites tout le temps. Et vous ne faites plus 10 maintenant, c'est 20, 30, 50, 60 grâce à la machine. Donc un peu de sang-froid. Les machines, la machine intelligente va remplacer les êtres humains dans toutes sortes de métiers. Eh bien, on en inventera d'autres. Et d'autre part, la machine intelligence artificielle ne se nourrit pas d'elle-même. Pour l'instant, elle est très conquérante. Elle se nourrit de savoirs qui ont été produits pendant, 20, 30 siècles, non, millénaires d'intelligence humaine. Alors bon, la production des arcs et des flèches, elle est tout à fait au courant de toutes les étapes. C'est un peu plus compliqué pour le calcul du génome humain, mais elle y arrive. Donc elle ne fera jamais rien d'autre que d'utiliser le savoir existant pour le confronter à des faits. Donc, ne perdez pas espoir. Voilà. Après, je vais lire tout ça plus soigneusement. Pour l'instant, je suis dans la partie philosophique et je lis les bouquins de Anne d'Alembert, un point pour moi, que je vous recommande. Le premier est sur l'intelligence artificielle. Je l'ai relu 3 fois. Il y a un moment que j'ai pas relu 3 fois un bouquin. Génial, simple, pensée, superbe. Et l'autre, ça s'appelle La bêtise artificielle. Alors j'ai mis encore plus parce que c'était moqueur, mais bon, comme c'est une savante, elle se moque savamment. Hein. Et je suis sûr que vous les avez lus si c'est votre hobby. Mais on est devant un beau défi. Pourquoi y avancer tout de suite dans la peur, la crainte, le désespoir, l'autoflagellation ? Ben Dieu, ça peut marcher, ça peut être formidable. Je ne sais pas comment, mais sûrement qu'il y a une solution. Hein. Il ne faut pas toujours manger du pain noir. J'ai que ça à vous répondre pour l'instant, mais si vous m'invitez, je réfléchirai plus profondément à vous sortir 2-3 petits trucs plus affûtés. Si la machine nous libère du cancer, honnêtement, quelqu'un va les gueuler contre ?
Et 1h44 qu'on est là, ça a duré aussi longtemps que mes discours. C'est long, hein? Combien on a fait de questions pour les records? Vous comptez, hein? Allez-y, madame. Bonjour, monsieur Mélenchon. Olivia Politique. Moi, de mon côté, je fais des lives TikTok politiques avec mes jeunes et j'aime leur montrer ce qui se passe dans les différents meetings. Et dans les meetings LFI, je croise souvent le média Frontières et ça finit souvent mal pour le candidat LFI en question. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce que vous n'avez pas peur d'une stratégie de déstabilisation générale de la part du média Frontières pour les présidentielles en 2027? Bon, la peur, c'est pas trop notre truc, on fait les malins. Ils sont violents, agressifs. Némésis, c'est une organisation qui est à la limite des méthodes du terrorisme, puisqu'elle organise des traquenards, et qu'elles mettent en avant, comme appât, selon leurs propres termes, des filles. Et après ça, elles viennent se réclamer féministes. Donc nous, on a demandé l'interdiction de Némésis en tant que groupuscule violent. Après, Frontières, ils sont rigolos, quoi. Ils sont rigolos, quoi. Celui qui a dit qu'il était bourré, je sais pas quoi, là, c'est pas grandiose, ça. Moi, j'attends de pouvoir voir Madame Saint-Cric dire ce matin, je sais pas ce que j'ai bu, alors je vous pose n'importe quelle question, au moins elle avouerait l'origine de ces questions. Bon, moi, je les trouve rigolos, mais les copains les trouvent pas rigolos. Parce que ça les saoule, parce que bon... Voilà, faut un peu de... Regardez, maintenant, on trouve des mots. Némésis appelle ça des happenings. C'est joli, hein? Moi, je me rappelle d'un temps où le Parti socialiste nous donnait pour consigne d'aller perturber les meetings du Front National. On appelait ça le harcèlement démocratique. C'est Jean-Christophe Cambadélis qui avait inventé ça. Le harcèlement démocratique. Alors, on harcelait. C'est-à-dire qu'on allait à la porte, on empêchait les gens de rentrer, on poussait des cris. Voilà. Alors, eux, ils font pareil. Moi, j'ai pas eu le temps de les voir. C'est pas Frontières, c'était des petits groupes. À Toulouse, ils se sont mis à crier, mais le temps que je repère où ils étaient déjà courus jusqu'à la porte, où personne n'avait l'intention de les brutaliser, parce que pour nous, c'est devenu un sujet de rigolade. Mais vous avez raison de dire qu'il faut se méfier. Alors, ils s'en prennent à nous. Bon, bah, on va faire avec. On compte pas sur la police, ils viennent pas. Et quand ils viennent, ils font rien. Donc, c'est ce qui s'est passé à Lyon. À Fâche-Tuménil, je sais pas, s'ils ont mis 4 en garde à vue, c'est ça? Bon, c'est bien. Ça peut en effet faire peur aux gens qui ne viennent pas aux réunions, mais ce n'est pas le cas. Dites, si vous faites nos réunions, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a plus personne de peur, hein. C'est plutôt qu'il faut faire attention. Mais par exemple, les municipales de Guy-Boyard ou encore Rachel Keke. Par exemple, c'est super violent quand la partielle de Guy-Boyard ou Rachel Keke, enfin aussi ça a été violent. Oui, oui, c'est vrai. Non, non, mais je ne vais pas vous dire que ça vaut rien, hein. Si, ça vaut. Ils ont été l'intimider lui, interroger ses voisins, faire peur à ses parents. C'est vraiment des gens méprisables. Bon, un jour ou l'autre, on finira par les interdire aussi, mais pour l'instant, ils rendent service à la droite et à l'extrême droite, donc ils sont en liberté. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a aussi des rats crevés, il y a des chiens enragés, il doit y en avoir par-ci, par-là. Quand on peut, on les capture, sinon on vit avec, hein. Les moustiques, tiens. Ils devraient être interdits, les moustiques, mais ils sont toujours là. Non, je réponds sérieusement en vous disant que je suis comme vous, je me rends compte que c'est un fait nouveau. Et vous savez, madame, c'est pas nouveau. Quand j'étais jeune homme et qu'on demandait c'est quoi le fascisme, on nous disait vous posez pas la bonne question, peu importe ce qu'ils racontent. Ce qu'il faut voir, c'est leur finalité. Leur finalité, c'est briser les organisations syndicales, briser le droit à la parole et la liberté d'expression. Et ils continuent, avec un discours qui change au fur et à mesure du temps. Voilà, moi je vois rien d'autre à en dire parce que après ils vont me sauter dessus 2 fois plus violemment. Mais la dernière fois j'en ai croisé, j'étais trop content parce qu'il me pose une question, j'ai rien compris à ce qu'il disait, il ne devait pas être dans son état normal. Et je lui ai dit « Ah, mais vous êtes ivre !» Mais je ne savais pas que c'est le gars qui s'était vanté, qui avait dit aux autres « Mais je suis un peu bourré » et tout ça. Ça vous dit rien, ça? C'était Frontières. J'étais pas au courant, moi je me suis marré, on m'a dit « Mais tu étais au courant ?» Non, j'étais pas au courant. Je ne passe pas ma vie à regarder les trucs. Vous voyez, on a du pif des fois. Je peux rien vous répondre de plus, hélas. J'espère qu'il soit à la fin. Mais il n'y a rien qui les détruira plus que vos rires. Moquez-vous d'eux, ils ne valent pas la peine d'être pris au sérieux. Du moment qu'ils ne vous tapent pas. Hein. S'ils vous tapent, légitime défense. Quelque chose d'autre ou c'est fini? 1h49, je veux bien, parce qu'eux, ils n'en peuvent plus, là, hein, de me supporter, les pauvres.
Mais après, vous pourrez les torturer, eux. D'accord? Pour si vous manque des questions. Vas-y. Oui, bonjour Monsieur Mélenchon, Hugo Couturier de Hugo Perchoir, qui est une quotidienne sur l'actualité parlementaire sur Twitch. J'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs des parlementaires ici présents. Et moi, j'avais une question. Vous êtes une star, non? Sauf erreur. Non, ça se dit pas. Je prends les compliments, non, vous avez gagné un certain nombre de mairies justement aux 2 tours, mais vous en avez aussi perdu 2. Vous avez évoqué tout à l'heure Fâche-Tuménil, qui était la plus grande commune que vous aviez gagnée en 2020. Il y a Grabel aussi du côté de Montpellier. Quelle analyse politique vous faites de cette défaite? Quel bilan? Est-ce que LFI a fait trop de promesses qui ont déçu en n'étant pas tenues? Est-ce que c'est une réponse liée à l'anti-LFI primaire que vous évoquiez? Ou est-ce que c'est plus une question locale? On va voir, les copains vont faire le bilan. Moi, je suis mal placé pour le faire. En plus, je suis totalement de parti pris. Grabel, c'est une petite commune de 8000 habitants. Et le maire est un ami depuis la Saint-Glinglin de la nuit des temps. Donc, je me sens absolument incapable de dire un mot de trop sur lui. Et bon, il s'est beaucoup dévoué à tout ça. Peut-être que les gens n'ont pas aimé qu'il soit dans la répartition des tâches de la commune de Montpellier. C'est lui qui a installé la régie de l'eau. Bon, il a fait du bon boulot. Mais je suppose qu'il s'est passé quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Parce que, bon, c'est rare, vous savez, les maires qui ne sont pas dévoués, même les gens de droite, mais à un moment donné, ça coince sur un truc. Mais quoi? Ça dépend des endroits. Est-ce qu'il y a eu un front anti-LFI? Alors, ça n'aurait pas eu de sens, puisqu'il avait déjà élu 3 fois. Donc, s'ils avaient envie d'être anti-LFI, il aurait fallu qu'ils commencent par être anti-PRS, puis anti-parti de gauche, puis anti-insoumis. Donc, ils en ont eu 3 couches, quoi. Hein. Il y a dû y avoir autre chose. Il me l'expliquera, et je ne veux pas avoir l'audace de me lancer dans une analyse. Fâche-Tuménil, c'est cruel aussi pour nous, parce que Proisy est un super camarade, puis il a ouvert la voie. Il était dans une équipe, à l'époque, qui était composée de toute l'union de la gauche. D'accord? Et dans laquelle il y avait des socialistes qui sont devenus, pour certains, rageusement anti-LFI. Alors ça aide pas, quoi. Ça crée une ambiance qui n'est pas très bonne. De ce que j'ai vu, moi, c'est tout ce que j'ai vu, et je n'en connais pas plus. Mais il se trouve que j'en connaissais quelques-uns de longue main. Ça m'avait déçu de les voir marcher dans le baratin sur LFI antisémite, qui a un argument pour la droite. Mais bon, ça s'est trouvé comme ça. Peut-être que ça a pourri l'ambiance de l'équipe municipale. Mais ils ont fait tellement de belles choses. Et c'est vrai que pour nous, c'est resté un crève-cœur. Et surtout pour Patrick, parce qu'il a cramé sa vie pendant le temps où il a été le maire de la commune. Alors je suppose qu'il nous arrive comme à d'autres. Je veux dire, vous gagnez une ville, elle ne vous appartient pas. C'est tout. Alors les gens, un coup, ils votent pour vous, le coup d'après, ils ne veulent plus. Vous avez intérêt à trouver des bonnes raisons pour qu'ils veuillent encore. Ça, c'est le lot de tout élu. Hein. Et il y a des coins qui sont plus, spontanément de gauche. Prenons la commune de Lille. Si les dirigeants verts locaux ne s'étaient pas vendus pour un demi-plat de lentilles aux socialistes, mais à la variété de socialistes respectables, hein, respectables, mais marqués bureaucrates. D'accord? Incapable de trouver, comme un petit poulet en liberté, pic, ici où c'est qu'il y a un petit grain, ici un petit ver de terre, non, rien. Né, grandi, accompli dans l'œuvre du parti. Je ne méprise pas, hein. Non, je ne méprise pas le travail qu'il a fait dans tout ça. Mais je veux dire que c'est un certain rapport à la vie. Bon, bref. Alors, entre lui et une ouvrière, une certaine petite bourgeoisie refusait de s'identifier à l'ouvrière, même si elle parle très bien, même si elle est cultivée, et même si elle est de bon niveau professionnel. Et qu'elle pourrait donner des leçons à quelques-uns de ses bellâtres. Mais bon, alors, les Verts, à l'idée de se retrouver derrière une ouvrière, je ne sais pas ce que ça leur a fait, mais les Verts, ils étaient pour être avec nous. Une pagaille indescriptible au 2e tour, vous l'avez vu. Mais c'était une ville de gauche, donc il n'y avait pas de risque de droite. Les gens ont choisi de reconduire les mêmes. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on a progressé, on s'incline, c'est la démocratie. Mais ce que je peux dire, c'est que la prochaine fois, les socialistes, ils ne la reverront pas, Lille. Parce que la prochaine municipalité lilloise, elle sera insoumise. Je prends des paris avec vous, si vous me retrouvez vivant la prochaine fois, on pourra savoir lequel de nous deux. Non, vous n'avez rien affirmé, vous. Voilà. Donc,
Ouais, il y a des... Qu'on perde une commune, c'est douloureux, quel que soit le parti. Je ne connais pas les raisons. J'ai pas eu le temps. Là, on n'est que le mardi. Hein. Tu le sais, toi, Manu? Tu leur diras si tu le sais. Mieux que moi, parce que moi, je ne sais pas. Lui, il sait tout. Et moi, je sais ce que je peux. Hein. Je fais ce que je peux. Tu le sais pas, toi, Aubry, arrête de rigoler. Donc, pourquoi tu rigoles? Tu vois bien qu'il le sait, pas toi. Paul, peut-être? Tu leur diras? T'as pas d'informations, non? Tu les as pas mis avec toi dans tes dossiers. Bon, je vous propose de déchiqueter mes compagnons si vous avez des restes d'énergie. J'ai raté la question du siècle? Bon, merci. Alors, Monsieur Hernando, on ne vous dérange pas au moins? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton truc? Ah oui. Bon, ben merci à tout le monde. Merci d'avoir supporté 1h55. Mais ça va, on a fait une petite dizaine de questions, non? On a amélioré. La prochaine fois, dans un mois, je ferai plus bref encore. J'aurai trouvé le moyen.